Après l'Afrique du Sud, le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé ce 9 août 2022 du côté de la République démocratique du Congo. Il y a donc eu ce tête-à-tête entre le secrétaire d'État américain et le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Juste après le tête-à-tête, il y a eu cette conférence de presse conjointe entre bien sûr Antony Blinken et son homologue de la diplomatie congolaise, Christophe Litundula. Nous reviendrons bien sûr sur le passage d'Antony Blinken en République démocratique du Congo. Lui qui, juste après l'étape congolaise, est également attendu du côté du Rwanda. Comment comprendre donc cette guerre de positionnement, car cette visite intervient quelques jours après la tournée africaine de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Clairement donc, les États-Unis veulent redéployer leur stratégie sur le continent. Avec le concours de nos panélistes, on essaiera bien sûr de comprendre tout cela dans quelques instants. Nous irons également du côté de la Guinée-Conakry pour parler donc de cette dissolution du Front national de la défense de la démocratie. La dissolution a été prononcée par le pouvoir de transition, il faut le dire. Ce mouvement constitué de partis politiques, de syndicats et même d'ONG était bien sûr en train d'envisager d'organiser d'autres manifestations. On parle des manifestations du côté de Bruxelles ou encore du côté de Conakry. Finalement, il n'en sera donc rien. Le décret de dissolution a été rendu public par le pouvoir de transition du côté de la Guinée-Conakry. Nous allons également nous pencher sur cette question. Nous irons du côté du Mali avec bien sûr cette bonne nouvelle pour les FAMA, les forces armées maliennes, qui ont donc reçu hier un important lot d'aéronefs et d'équipements. La cérémonie de rétrocession a été présidée par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Dans quelques instants, nous irons du côté du Mali avec également le concours d'Issa Diawara qui est sur place et nous en dira plus sur cette bonne nouvelle pour les forces armées maliennes, mais surtout pour le président de la transition de ce côté, le colonel Assimi Goïta. Voilà donc les principales thématiques que nous aborderons donc ce matin. Mesdames, messieurs, bonjour. Installez-vous confortablement. Le temps pour moi de présenter le premier panéliste. Comme à son habitude, il répond présent ce matin. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, cher ami Nguéné. Bonjour également à l'endroit de nos milliers de téléspectateurs et télé-internautes. Un bonjour particulier au top management de Forgeon Média, bien évidemment sans oublier nos valeureux techniciens qui se battent autant que faire se peut afin que nous soyons davantage visibles mais aussi audibles. C'est encore un plaisir renouvelé d'être là ce matin pour que nous puissions débattre des questions d'ordre international et bien entendu des grands enjeux qui permettent à l'Afrique de bien vouloir maîtriser les contours et les pourtours pour que la géopolitique mondiale de l'heure puisse être favorable au continent africain. C'est en cela que nous sacrifions davantage à ce rituel pour que nous puissions très modestement apporter notre modeste contribution afin que la conscience collective émergente du panafricanisme africain puisse également être au fait des grands enjeux internationaux pour que l'Afrique puisse être à même de capitaliser ce qui se joue actuellement puisque l'Afrique se positionne comme la meilleure des destinations tant convoitées tant par les Occidentaux que par la Russie et d'autres puissances mondiales. Et ce rituel, ils vont également s'y prêter dans quelques instants. On parle bien sûr de Issa Diawara en direct du Mali ou encore au Koussissi Baba Nico en direct de la France. Ils seront également des nôtres le temps pour que l'équipe technique bien sûr puisse régler les petites formalités. Mais avant d'entamer réellement nos premières thématiques, on va d'abord prendre l'information sur For You Télévision. C'est avec le concours de la rédaction centrale de For You Media. Le gouvernement guinéen a annoncé mardi 9 août 2022 la dissolution du Front national pour la défense de la Constitution, une coalition de partis, syndicats et organisations de la société civile. Le Front national pour la défense de la Constitution s'oppose depuis plusieurs mois au pouvoir de transition. Dans un communiqué daté du 8 août 2022, le pouvoir de transition accuse le FNDC d'organiser des manifestations armées sur la voie publique. Le communiqué a été publié alors que le mouvement de contestation venait d'annoncer de nouvelles manifestations, dénonçant le manque de réponse à ces demandes d'un dialogue crédible sur la transition vers un pouvoir civil. Des actions qui mettent en péril l'unité nationale. Le collectif du Front national pour la défense de la Constitution a appelé le lundi 8 août 2022 à de nouvelles manifestations contre le gouvernement de transition le 14 août
à Bruxelles en Belgique pour interpeller l'Union européenne et le 17 août sur toute l'étendue du territoire guinéen, mettant fin à une trêve, faute de réponse à ces demandes du dialogue crédible sur la transition vers un pouvoir civil. Le colonel Mamadi Doumbouya, qui a renversé le 5 septembre 2021 le président Alpha Condé à la tête du pays depuis 2010 à 2021, s'est engagé à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de 3 ans. Une durée que les acteurs politiques en Guinée et les États ouest africains médiateurs veulent plus courte. Le 13 mai 2022, le gouvernement de transition a proclamé l'interdiction jusqu'aux périodes de campagne électorale de toute manifestation pendant les 3 ans de la transition. Dans son discours prononcé le samedi 6 août dernier, le président Alassane Ouattara a annoncé une série de mesures en faveur des fonctionnaires. J'ai le plaisir de vous annoncer les décisions que nous avons arrêtées en faveur des fonctionnaires. Ces mesures entreront en vigueur dès ce mois d'août. Je dis bien dès ce mois d'août 2022 sur les salaires et le paiement de la prime exceptionnelle entrera en vigueur en janvier 2023. En plus de ces augmentations de salaire, les fonctionnaires bénéficieront dans les prochaines semaines d'un nouveau statut général de la fonction publique pour une administration ivoirienne plus moderne et plus efficace. C'est désormais chose faite. Passant de la parole aux actes, le gouvernement ivoirien et les principales organisations syndicales de fonctionnaires ont signé ce lundi 8 août à Abidjan un nouveau protocole d'accord qui prévoit une trêve sociale de 5 ans, soit de 2022 à 2027, et qui s'applique au secteur public en échange notamment de hausse de primes et du paiement d'arriérés de salaire aux fonctionnaires. 254 000 agents de l'État sont en effet concernés par le paiement de 1100 milliards de francs CFA. Des efforts financiers absolument considérables visant l'apaisement du climat social et constituant une base indispensable pour accélérer la transformation de l'économie ivoirienne, selon le Premier ministre Patrick Hachi. Cet accord prolonge d'un montant de 357 milliards de francs CFA, celui de 2017-2022, conclu entre le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et les centrales syndicales à la suite d'un ample mouvement social en janvier 2017 dans la fonction publique. Les fonctionnaires de différents secteurs, enseignement, santé, énergie, forces de sécurité, s'étaient mis en grève pour exiger notamment des augmentations de salaire. Le gouvernement s'engage en outre à adopter le nouveau statut de la fonction publique au plus tard, le 30 juin 2023. De leur côté, les syndicats s'engagent à respecter la trêve sociale convenue pour la stabilité du pays en privilégiant la voie du dialogue, comme l'aura souligné Mamadou Soro, secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme, l'un des signataires de l'accord. Selon l'état-major général des armées, au cours de violents combats dans la localité de Tessie, les forces armées maliennes ont fait preuve de professionnalisme en privilégiant et en priorisant la sécurité et la protection des populations. Le bilan provisoire est susceptible d'évoluer, publié le 8 août dernier, fait état de 7 morts, 7 motos détruites et un nombre incertain de morts et blessés emportés par les assaillants. 17 morts et 22 blessés, 9 soldats disparus, des FAMA, 4 civils tués et d'importants dégâts matériels, dont 3 véhicules détruits et dommages sur d'autres véhicules, installation des forces armées maliennes et habitation des civils. Les recherches et évaluations restent en cours. Quant aux opérations clandestines et non coordonnées de survol enregistrées par les forces armées maliennes, les 7 et 8 août, elles confirment la thèse que les terroristes ont bénéficié d'un appui majeur et d'une expertise extérieure. L'armée a déploré les victimes civiles en dépit des efforts des unités et exprimé une pensée pieuse pour toutes les victimes civiles et militaires, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés pris en charge. Cette attaque visant doublement les FAMA et les civils s'inscrit dans les modes d'action désespérés entrepris par les terroristes depuis quelque temps. L'état-major général des armées, lui, rassure les populations de l'engagement et de la détermination des forces armées maliennes à combattre les terroristes dans le parfait respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire.
Autorité administrative et défis sécuritaires en période de contraintes socio-économiques, tel est le thème qui meuble la première conférence semestrielle des gouverneurs au titre de l'exercice 2022 dont l'ouverture des travaux a lieu le 8 août 2022 à Yaoundé. Ce qui laisse transparaître deux questions, à savoir la lutte contre l'insécurité et l'inflation qui gagne davantage du terrain. Après les rapports des gouverneurs de région du Cameroun ces 6 derniers mois, le ministre de la décentralisation camerounaise Paula Tangandi a cédé la place au secrétaire d'État en charge de la gendarmerie Galas Félix Etoga et le délégué général à la sûreté nationale Martin Barganguele de tenir leur exposé sur l'évaluation de la situation sécuritaire du pays, ce qui laisse entrevoir une synergie d'action entre les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité camerounaises, en vue de faire face à la menace. Si l'autorité administrative a 90% du bon renseignement, l'intervention de forces de maintien de l'ordre en vue de neutraliser l'ennemi devient facile et rapide. Et en approche de la rentrée scolaire, le MINET a sensibilisé les autorités sur la consommation de la drogue en milieu scolaire. La consommation des drogues en milieu scolaire et l'agression des élèves et enseignants par d'autres élèves sont devenus récurrents et méritent des solutions fermes et appropriées. Sur la question économique, au moment où les Camerounais font face à une forte inflation des prix de grande consommation due aux crises mondiales, le ministre du Commerce du Cameroun va entretenir les gouverneurs de régions sur les mesures prises ou envisagées en vue de lutter contre l'inflation des produits de première nécessité essentiels pour la consommation locale. Cette première rencontre semestrielle au titre de l'exercice 2022 des gouverneurs de région du Cameroun s'achève le 10 août 2022. À la suite des 2 précédents plans d'action nationaux 2017-2019 et 2019-2021, le gouvernement burkinabé et les parties prenantes, notamment la société civile, les collectivités territoriales, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers, ont mis sur pied le 3e plan d'action national, en abrégé PAN3 2021-2023, et dont le coût total de mise en œuvre des engagements s'élève à 2,717 milliards de francs CFA. À cet effet, dans l'optique de présenter les contours et engagements de ce 3e plan, il a été organisé le lundi 8 août 2022 à Bobo Dioulasso, un atelier au profit des parties prenantes. À l'entame de cet atelier, la secrétaire générale de la région, SGR, des Hauts-Bassins, Mariama Konaté, représentant par ailleurs le gouverneur, a tenu à préciser qu'il s'agissait là de rappeler le processus de co-création, de présenter le plan d'action national 2021-2023 et le dispositif d'implémentation et de suivi de ces engagements, mais aussi et surtout de recueillir les préoccupations et attentes des populations, ceci en vue d'une bonne mise en œuvre des engagements. Le plan d'action national 2021-2023, a précisé la SGR des Hauts-Bassins, comporte 9 engagements repartis autour de 5 thématiques, notamment la participation citoyenne, la transparence, l'efficacité de l'administration publique, l'équité, la justice sociale et bien sûr l'accès à l'information. Face à l'inflation des prix des denrées de première nécessité, l'exécutif sans précédent a décidé de frapper d'une main ferme. Un conseil extraordinaire des ministres a été convoqué par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, pour prendre des mesures contre la hausse drastique et injustifiée des prix de certains produits de première nécessité depuis la levée des sanctions sur le Mali. Cette rencontre ministérielle a relevé le non-respect des prix convenus lors de la dernière réunion du Conseil national des prix le 6 avril 2022. Dans certaines boutiques du pays, par exemple, le prix du sucre importé fixé à 600 francs CFA le kilogramme est cédé aujourd'hui à 800 francs CFA aux consommateurs. Aucun produit sur le marché n'est épargné par cette inflation, malgré que des dispositions d'atténuation ont été prises par les autorités pour amortir l'impact de la maladie à coronavirus et les sanctions de la CEDEAO et de l'UMOA contre le Mali. Le gouvernement a accordé à cet effet 14 milliards de francs CFA de subventions pour aider les populations à lutter contre cette surenchère, a rappelé le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed. Au cours de cette réunion d'urgence, le gouvernement a dénoncé le non-respect de la convention avec les syndicats des commerçants, détaillants et des grossistes en publiant en réponse une liste du prix indicatif plafond de vente en gros et en détail des produits nécessaires à la vie. Le gouvernement a également engagé
Une procédure de vérification à l'affichage obligatoire des prix des différents produits dans les lieux de commerce, d'augmenter le contrôle, le respect des conventions et règlements en vigueur. Le gouvernement invite à cet effet les populations à dénoncer systématiquement les cas de violation des prix des produits subventionnés en mettant à la disposition un numéro vert. À ces mesures s'ajoute le renforcement de la fréquence des contrôles à tous les niveaux des chaînes de distribution. À son arrivée comme à son départ, à chaque fois, le professeur Akanj Touadéra fait forte impression. De retour de Dubaï, le leader centrafricain Talla Messi est accueilli à l'aéroport international Bangui Poko. En visite de travail à Dubaï, ce pays situé sur le golfe Persique, le président centrafricain a pu consolider sa vaste habitation technologique incarnée par le Sangocoin. Sur le terrain, l'opération de charme se poursuit. Rien n'est laissé au hasard afin de mieux cerner les contours et s'approprier cette nouvelle technologie révolutionnaire. Aujourd'hui, nous sommes venus juste échanger avec les membres de CES sur l'invitation du président Poloko, échanger sur la crypto-monnaie, expliquer un peu en quoi c'est ce concept-là qui a été lancé par le président de la République, ce grand projet. Donc voilà, nous sommes venus échanger, expliquer un peu. Technologie optimiste suscitant l'enthousiasme de tous les Centrafricains et même au-delà des frontières, le Sangocoin n'a pas laissé indifférents les membres du Conseil national économique et social, soucieux du mode d'emploi qui pour la circonstance a été largement simplifié. Alors, c'est assez simple. Vous avez un site internet, sango.org, qui est disponible à tout le monde, où tout le monde peut accéder à ce site-là. Et vous pouvez donc y accéder, aller sur ce site et vous avez toutes les explications sur ce site. Ce site a été rendu assez simple. Vous avez d'abord une identification sur ce site. On vérifie d'abord votre identité, voir si vous pouvez y accéder. Une fois que cette vérification elle est faite, ensuite vous pouvez investir dans le projet SangoCoin. Les avantages de cette crypto-monnaie sont énormes, les opportunités sont énormes pour le centrafricain, pour attirer des capitaux pour notre pays, de l'extérieur à l'intérieur du pays. Donc les enjeux, c'est ce que nous avons un peu expliqué lors de cette réunion, lors de cette séance avec les conseillers du comité économique et social. Des avantages et rien que des avantages à tirer donc du Sangocoin, ils en sont désormais édifiés. Aux représentants du peuple, de porter le message auprès des populations. Le Gabon, engagé dans un programme avec le Fonds monétaire international, doit assainir ses comptes publics, équilibrer ses finances et retrouver le chemin de la croissance par des recettes budgétaires conséquentes. Celles-ci, en dépit de la hausse des cours du brut, qui constitue la principale ressource d'exportation du pays, sont malheureusement grevées en raison des subventions des produits pétroliers. Du coup, le Fonds monétaire international sans langue de bois recommande aux autorités d'arrêter d'administrer les prix des carburants et d'afficher les prix officiels à la pompe. Pour l'année 2022 par exemple, la subvention du carburant, selon la loi des finances initiales, devait coûter près de 24 milliards de francs CFA à l'État. Le pays ayant maintenu inchangé le prix du litre du gasoil à la pompe à 585 francs CFA alors qu'il devait coûter 800 francs CFA. Le prix du super, quant à lui, a été maintenu à 605 francs CFA au lieu de 760 francs CFA et celui du pétrole lampant à 450 francs CFA au lieu de 605 francs CFA. Face à la montée vertigineuse des coûts du brut, le gouvernement a revu ses ambitions de soutenir des prix à la pompe à 47 milliards de francs CFA par mois, ce qui est insoutenable du point de vue budgétaire, affirme le Fonds monétaire international, pour qui il n'est plus jamais nécessaire de supprimer progressivement les subventions du carburant et d'accompagner cette option par des mesures ciblées visant la protection des ménages fragiles. Le mécanisme d'ajustement des prix des carburants doit donc être rétabli par l'avis du Fonds monétaire international avec une répercussion intégrale sur l'ensemble des produits, à l'exception du butane et du pétrole lampant utilisé par les populations pauvres. Cela contribuera à limiter les subventions et à réduire le risque qu'elles profitent aux entreprises et aux ménages à revenus élevés. Le pays avait déjà décidé de sortir les industriels, les fonctionnaires de la présidence de la République et d'autres corps constitués du champ de la subvention des produits pétroliers en soumettant au prix réel. L'opération séduction des États-Unis vis-à-vis de l'Afrique est lancée. Ce que nous recherchons avant tout, c'est un véritable partenariat entre les États-Unis et l'Afrique.
Nous ne voulons pas d'une relation déséquilibrée ou transactionnelle, a déclaré Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, lors de son passage en Afrique du Sud. Première étape de sa tournée africaine. Dans la nation arc-en-ciel, le lundi 8 août, le chef de la diplomatie américaine s'est rendu à Pretoria, où au cours d'un point de presse avec son homologue sud-africaine, Naledi Pandor, il a rassuré que les États-Unis n'allaient pas dicter les choix de l'Afrique, le droit de faire ses choix lui revenant. Il était également question de la nouvelle politique des États-Unis en Afrique subsaharienne, où les Américains entendent contrer la présence russe et chinoise et développer des approches non militaires contre le terrorisme. Les pays africains, considérés comme étant des démocraties faibles, seraient plus vulnérables aux ingérences étrangères comme celle de la société Wagner soutenue par le Kremlin qui, selon Washington, exploite les instabilités pour piller les ressources en toute impunité. Côté sud-africain, il faut rappeler que jusqu'ici l'Afrique du Sud est restée neutre face au conflit russo-ukrainien et jamais n'a cédé à la volonté de Washington à prendre position pour le camp occidental. En 2011 déjà, l'Afrique du Sud n'avait pas digéré l'intervention militaire de l'OTAN en Libye, bien qu'elle siégeait au Conseil de sécurité de l'ONU et avait accusé les Occidentaux d'abus pour faire tomber le colonel Mohamed Kadhafi. La suite de la tournée africaine de Blinken prévoit la République démocratique du Congo et le Rwanda, deux pays en conflit où la présence des forces onusiennes est plus que jamais contestée. Merci à l'ensemble de l'équipe rédactionnelle de For You Media pour ces éléments produits donc sur place. Messieurs, démarrons donc notre matinale avec bien sûr la première thématique inscrite à l'ordre du jour. Nous sommes au Mali pour parler de ces nouveaux équipements qui viennent donc d'être remis aux FAMA, les forces armées maliennes. La cérémonie de rétrocession d'ailleurs de ces aéronefs et équipements a été présidée le mardi 9 août 2022 par le président de la transition malienne. Et en image d'ailleurs, vous avez les images de cette cérémonie de rétrocession de cet important matériel quand même qui devrait notamment permettre aux forces armées maliennes de mener à bien leur combat sur le terrain, notamment contre le terrorisme. Alors, monsieur Dama, des images qui nous parviennent de Bamako avec ces forces armées maliennes qui sont en nouveau outillées. C'est forcément une bonne nouvelle pour cette armée-là qui, depuis quelque temps, est engagée dans un véritable combat contre le terrorisme, et notamment en interne, voire également à l'externe. Bien évidemment, la dotation de ces matériels de guerre, en l'occurrence ces avions de guerre, sont des exemples probants et concrets de cette coopération entre la Russie et le Mali. Et lorsque le Mali constate, il y a, je crois, avant-hier, des attaques terroristes, on a déployé, je crois, 17 morts du côté des forces de défense et de sécurité et 4 civils. Ceci est un indicateur plus fort qui atteste véritablement que le Mali est plus que jamais s'est décidé à en découdre avec l'avènement du terrorisme au Mali, avec la dotation de ce matériel de guerre. Je tiens à rappeler que ce matériel de guerre s'inscrit dans la logique de l'armée de l'air. Et vous conviendrez avec moi que l'armée de l'air est de plus en plus efficace dans ce genre de crise où l'identification de l'ennemi est souvent très difficile. À partir du moment où ce n'est pas seulement ces avions de guerre, de chasse qui ont été attribués au Mali, il y a également des drones qui permettront à ce qu'on puisse détecter la position de ces ennemis et sur le plan aérien, et les frapper sur le plan aérien pour limiter le taux de perte en vie humaine, puisqu'en réalité le déploiement sur la dimension terrestre apporte des conséquences en termes de perte en vie humaine. La preuve, c'est 17 soldats qui ont été lâchement assassinés par ces bandes terroristes. Il est important, avec la dimension militaire, chose qui n'était pas par le passé, sera un indicateur qui va faire monter d'un cran la lutte efficace contre le terrorisme au Mali. Je crois que la dotation de ces avions de guerre sonne le glas de l'expression du terrorisme au Mali. Pourquoi? Parce que cela aura plusieurs avantages, notamment du premier avantage, c'est la capacité à limiter des dégâts, notamment les dégâts tant sur le point de vue infrastructurel
c'est-à-dire quoi, le matériel de guerre est déployé sur le plan terrestre. Deuxième avantage, c'est en réalité, c'est que cela va limiter en quelque sorte les pertes en vies humaines du côté des forces de défense et de sécurité. Donc, ceci est un signal fort qui atteste véritablement que la coopération militaire entre la Russie et la Chine, entre la Russie et le Mali est plus que jamais une vérité qui se matérialise avec la dotation de ces matériels de guerre qui en réalité n'est pas la première. C'est l'une des déploiements parmi tant d'autres où le Mali se permet de se doter de ces matériels de dernière génération qui vont permettre à ce qu'on puisse de façon aérienne lutter efficacement contre le terrorisme. Vous savez, lorsqu'ils partent dans une approche frontale et ne détectant pas bien évidemment la position de ses ennemis, avec le déploiement terrestre, la chance d'en découdre avec les terroristes sont quand même très réduites. Pourquoi? Parce que ces ennemis-là, ils font des incursions et leur position est souvent difficile à détecter. Avec la dotation des matériels de guerre, notamment ces avions de chasse et la dotation avec des drones, les drones vont permettre à ce qu'on puisse détecter leur position. Deux, après détection, il y aura un déploiement aérien pour pouvoir mettre au état de nuit à travers des frappes ces mouvements terroristes. Donc, cela est un indicateur positif pour dire en réalité que le très charismatique Assimi Goïta est plus que jamais cohérent dans sa position, dont l'une des missions premières est d'en découdre avec le terrorisme au Mali. Deuxième mobile, c'est bien entendu revoir la coopération avec les anciens partenaires qui jusqu'ici, le gris du partenariat n'est pas favorable pour le Mali. Et trois, favoriser un climat sociopolitique au Mali. Je crois que pour ce qui est de ces deux éléments, je crois que le bilan est très très positif. À travers la dotation de ces matériels de guerre, le Mali est plus que jamais déterminé à découdre avec le terrorisme au Mali. Oui, les Maliens ont justement besoin de ce genre d'action, c'est-à-dire des actions concrètes. Quand on parle d'un partenariat entre ces puissances-là, on parle ici de la Russie, mais sur le terrain, la réussite quand même des FAMA montre à suffisance que voilà, cette coopération aujourd'hui est gagnante et forcément c'est quelque chose qui conforte Assimi Goïta dans le combat qu'il a engagé depuis quelque temps désormais du côté du Mali. Bien évidemment, cette coopération n'est pas une coopération théorique, c'est une coopération pratique. Le caractère pragmatique de cette coopération est visible avec ce matériel de guerre que nous voyons avec les yeux. Je crois que depuis que l'armée malienne est armée malienne, l'armée malienne ne s'est jamais dotée de ce genre de matériel de guerre. Si tant est bien que la coopération militaire signée entre la France et le Mali, je crois que le Mali n'avait pas cette capacité de se doter de ce matériel de guerre pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. C'est en cela qu'on a même critiqué la teneur et le contenu de cette coopération entre la France et le Mali sur le plan militaire. Pourquoi? Parce que la France ne jouait pas franc jeu dans sa capacité à fournir les matériels de guerre au Mali pour qu'en réalité l'armée malienne puisse être à même de maîtriser les politiques de ses propres moyens pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Je prends un exemple très simple. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la commande passée par l'armée malienne à la France jusqu'ici n'a pas été livrée à la France, n'a pas été livrée au Mali. Cela témoigne la mauvaise foi de ces partenaires-là. Aujourd'hui, avec la Russie, le caractère concret de cette coopération est plus que jamais visible dans la mesure où ce déploiement ou encore cette dotation militaire n'est pas la première. C'est l'une parmi tant d'autres qui atteste et renforce la capacité opérationnelle de l'armée malienne quant à lutter efficacement contre le terrorisme. Vous savez, la lutte contre le terrorisme est une guerre, c'est une lutte hybride où la détection et la stratégie de l'ennemi est difficile à cerner totalement. Ils font des incursions, c'est une guerre hybride. Pourquoi? Parce qu'ils font des incursions et ne s'inscrivent pas dans une approche de la guerre classique, notamment une confrontation véritable. Puisque ces bandes armées connaissent pertinemment que s'ils s'inscrivent dans une approche frontale, ils n'ont pas la capacité opérationnelle à nuire véritablement une armée conventionnelle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des attaques sporadiques, des incursions pour toucher les institutions de la République, pour voir quand je parle des institutions de la République, ça veut dire qu'en réalité, lorsqu'ils massacrent les populations, lorsqu'ils massacrent les militaires et brûlent et saccagent bien entendu les institutions républicaines, cela atteste véritablement que voilà comment les terroristes se comportent dans leurs agissements. Fort de cela, il est important de changer de stratégie et avec l'ancienne méthode
qu'avait l'armée malienne, il était difficile pour l'armée malienne de lutter contre ce terrorisme avec efficacité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer le paradigme. Et le changement de ce paradigme, c'est la dotation du matériel de guerre du point de vue aérien qui vont permettre à ce qu'on puisse limiter autant de dégâts en termes de pertes en vies humaines du côté des forces armées, mais aussi de la population civile. Et bien entendu, cibler où se situent ou encore où se localisent ces bandes terroristes à l'effet de les larguer, à l'effet de les bombarder de par l'espace aérien. Je crois que c'est une stratégie qui va porter ses fruits dans les jours qui viennent. Pourquoi? Parce que lors du discours du colonel chargé de l'armée de l'air, l'état-major de l'armée de l'air, il témoignait efficacement que la dotation de ces matériels de guerre vont plus que jamais renforcer la capacité opérationnelle et que les fruits de cette dotation seront perceptibles sur le terrain. Pourquoi? Parce que cela va permettre à ce que l'armée malienne puisse maîtriser la politique de lutter contre le tourisme de manière efficace. La lutte donc efficace sur le terrain, elle se fait clairement ressentir. Les FAMA plus que jamais outillés dans ce combat aujourd'hui. Une opération bien sûr à mettre à l'actif de la coopération bilatérale fructueuse aujourd'hui entre le Mali et la Russie. En témoigne d'ailleurs à l'occasion de cette cérémonie de remise de ces équipements. L'ambassadeur de la Russie au Mali était présent. Donc on comprend mieux donc pourquoi aujourd'hui on parle de cette coopération bilatérale fructueuse. Et une chose très importante à souligner, c'est que la dotation de ce matériel de guerre est accompagnée par l'expertise de la Russie. Quand je parle de l'expertise, c'est la formation. L'armée russe et les autorités russes forment les autorités maliennes, les militaires maliennes, à mieux maîtriser et manipuler ces infrastructures et ces matériels de guerre. Le transfert de technologie. Le transfert de technologie, contrairement à certaines puissances, en l'occurrence la France, qui en réalité, même si ils parvenaient à doter ces matériels de guerre, c'était eux qui étaient au cœur des opérations. Aujourd'hui, la Russie est en back-office. D'autres, l'armée malienne de Les FAMA sont au devant. Oui, les FAMA sont au devant de la scène. La Russie est derrière pour pouvoir apporter leur expertise en termes d'opérationnalisation en ce qui concerne ce genre de combat. Et d'autres, l'armée malienne, avec une expertise avérée pour que l'armée malienne prenne ses responsabilités pour lutter efficacement contre le terrorisme. Et je crois que c'est une différence notoire. Peut-être qu'il n'est pas négligeable, mais il est important de le souligner que voilà en quoi la coopération de la Russie et le Mali, entre autres, est un indicateur très important pour permettre à ce que ce pays puisse sortir de cette situation inconfortable il y a quelques années. Merci à vous, monsieur Dame. On retrouve les deux autres panélistes, bien sûr, de cette émission. Il est en direct du Burkina Faso. Nestor Podassé nous a rejoint dans le cadre de cette émission. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon frère. Bonjour à mon co-panéliste. Bonjour à tous les Africains. Bonjour au PDG. Bonjour à tout le monde et sans exception, et vraiment que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu nous délivre de tout ce qui est impérialiste. Merci beaucoup. À lui également est des nôtres ce matin en direct de la France, Kosisi Babaniko. Bonjour monsieur. Alors bonjour le grand Ngem. Voilà un produit que l'Afrique vient de nous donner. Il y a une voix à la place du combat. Je tiens à saluer mon très cher frère, le El Hadja, le shérif Ndam, et mon très élément Nestor Podassé depuis le Burkina Faso. Alors, mesdames et messieurs, désolé pour mon accoutrement qui est indépendant de ma volonté. Je suis au front un peu comme vous tous êtes au front, voilà, et je suis très heureux d'être là. Et chacun au fond de à sa façon, en fait. Alors, forcément, vous avez eu vent de cette cérémonie présidée hier du côté du Mali par le colonel Assimi Goïta. Une cérémonie de remise d'un important don de matériel. On parle bien sûr de nouveaux ARDF et d'équipements aux forces armées maliennes. Clairement, ce qu'on se dit ce matin, c'est que plus que jamais, la coopération entre le Mali et la Russie se fait ressentir sur le terrain. Les actions sont concrètes. D'abord avec vous, Babaniko. Alors, je vais aller dans le même sens que le grand dame. Oui. Parce que quand il fait jour, ils ne m'ont pas dit la vérité. Voilà. La présence de Assimi Goïta et la présence remarquée de l'ambassadeur de la Russie au fond à une communication. Oui. Vous voyez, l'OTAN et son offensive avec tout récemment Macron et maintenant les États-Unis vont torpiller un peu la nouvelle alliance, la nouvelle fracture du monde
qu'ils ont vu, ils ont senti de façon réaliste avec le Conseil de sécurité lorsqu'il devait s'agir de prendre des résolutions contre la Russie. Ils ont vu une graine de courage pousser de l'autre côté des pays africains. Et pour torpiller cela, ils ont communiqué, mais à coups de milliards, d'une existence de mercenaires appelés au Wagner, et que ce seraient ces mercenaires-là qui rendraient le peuple malien fort. Macron, Le Drian, Parly, ils ont taxé sur tous les toits, ils ont crié à l'Union européenne, partout au monde, que le Mali était en danger contre lui-même. Le Mali est allé chercher des gens que le Mali ne maîtrisait pas. Ils sont en réalité des persona non grata dans le cadre de lutter contre le terrorisme, qui sont des gens qui sont dangereux pour voler le Mali, qui sont dangereux pour la population malienne, qui sont plus dangereux et plus dangereux que eux. Et des choses que vous avez vu le ministre des Affaires étrangères, M. Diop, que nous respectons aussi tous, qui, dans son offensivité de diplomatie aussi, a précisé que le Mali est libre de choisir ses partenaires, que le Mali veut qu'on respecte sa souveraineté, et que le Mali, même lors du Conseil de sécurité, le Mali ne voudrait même pas avoir une aide de la France qui se veut vraiment paternaliste. Et de renchérir lorsque le Mali a vu son problème avec Emmanuel Macron au Bénin, où il a donné des cours et insulté les Africains, le peuple malien a communiqué pour dire qu'il ne peut pas aimer le Mali plus que eux-mêmes. Pourquoi j'explique ça? J'explique un peu pour vous donner cette image qui est claire. Aujourd'hui, cette communication, cette cérémonie, ce n'est pas une cérémonie fortuite. Ce n'est pas fait exprès. Ce n'est pas juste pour recevoir des actes, ils pourraient le faire sans bruit. Mais s'ils le font comme ça, c'est pour affirmer officiellement que le partenaire, c'est d'un État à un autre État. Parce que qui représente l'ambassade? L'ambassade représente l'État, n'est-ce pas? Bien sûr. L'ambassade représente l'État de la Russie. Le Mali, avec Assimi Goïta, qui représente l'État du Mali, est venu recevoir un bien acheté d'un partenariat bien tissé, bien lié et qui veulent communiquer au monde entier. Plus désormais, vous n'avez plus à mentir, vous n'avez plus à vouloir nous diviser, vous n'avez plus à vouloir montrer à la vue du monde entier qui n'est pas informé de ce qui se passe, que nous sous-traitons avec des mercenaires, un groupe de bandits peut-être. Aujourd'hui, nous traitons directement avec un État libre, un État indépendant et un État qui se veut aujourd'hui dessiner le monde à nouveau. Et cet État-là, nous sommes partenaires de cet État à 100%. Voilà l'image et le message qu'il voulait envoyer. Oui. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, la qualité de l'armement. Oui. Vous voyez, dans le génie militaire, il y a les armes ont des grades. Les armes ont des niveaux. Et chaque arme a une force de destruction et peut être utilisée sur des endroits bien précis. Alors, les jets qui ont été reçus, vous pensez que c'est pour l'utiliser en zone urbaine? Non. Ces genres d'appareils-là, on les utilise en grande guerre. Oui. On les utilise d'État à État. Ce genre d'appareil-là, la qualité de ce genre d'appareil, on les utilise lorsqu'on parle des grandes guerres qu'on a pu les voir dans les premières guerres mondiales, dans la deuxième guerre mondiale et autres, j'en passe. Ce n'est pas le temps des Romains où on pouvait se battre face à face. Le temps où Spartacus se battait avec César ou Pompidou. Ce n'est pas le temps, au temps comment dirais-je, au temps du Mathusalem où les gens pouvaient prendre des armes, où les Indiens se tuaient dans les westerns. Ça n'a rien à voir avec les petits films de Rambo que nous voyons ici. Nous parlons de protection de tout un État. Ces gens d'armes affirment la souveraineté d'un État. Ce genre d'armes, ce n'est pas pour poursuivre seulement les terroristes. Non, je suis désolé. Les terroristes agissent comment? Ils agissent camouflés dans la population. Ils agissent en tant que civils et ils commettent ça et là, tout pour créer une terreur dans la population. Est-ce que ces jets-là, ces armes lourdes-là, peuvent poursuivre des terroristes dans leur population? Ça serait assassiner la population, ça serait créer des génocides. Donc je pense que cette qualité d'armes, le choix de ces armes est pour affirmer, pour une bonne fois pour toutes, sa souveraineté. Oui. C'est pour affirmer que tout pays dans les alentours, comme la Côte d'Ivoire, le Niger du Bazoum, le Sénégal de Macky Sall et le Libéria de George Weah et le Ghana de Nana Addo-Kufuor, Togo de Fort et Bénin de Talon, que désormais le Mali est capable de riposter à tout pays qui voudrait jouer avec ses frontières. Désormais, le Mali est capable de se défendre intégralement parce qu'ils ont vu depuis un bon moment que son pays a voulu être déstabilisé et cette déstabilisation est venue pour la plupart des pays voisins comme la Côte d'Ivoire. Donc la qualité de l'arme est pour prouver, affirmer sa souveraineté et sa capacité de frapper. Voilà les deux lectures que je fais. Un, pourquoi cette cérémonie s'est faite comme ça?
pour communiquer et dire que nous ne travaillons pas avec Wagner, nous travaillons avec l'État de la Russie. Oui. Nous avons des partenaires clairs. Deuxièmement, la qualité de l'arme présentée pour dire que ce n'est pas pour toucher des terroristes, c'est pour protéger notre souveraineté, notre territoire. Alors, toute personne qui s'aventurait à venir déstabiliser le Mali aura sa réponse. Voilà un peu la lecture que je fais. Alors, le Mali est aujourd'hui en train de monter en puissance, est en train de s'affirmer, est en train de s'imposer face à cette communication de l'OTAN et de tout ce qui va avec. Ah, alors mon cher Nestor Podacé, la Russie a été taxée de tous les noms sur le continent, on l'a vu avec la récente visite d'Emmanuel Macron, mais sur le terrain concrètement, il faut être aveugle pour ne pas voir que voilà, ce pays-là travaille. Et la preuve, avec bien sûr cette cérémonie organisée hier, la présence de l'ambassadeur de Russie au Mali, à ses côtés le président de la transition malienne, des équipements de dernière génération, accordés donc, ou du moins remis aux forces armées maliennes. Clairement, le partenariat de ce côté porte des fruits probants. Je rectifie d'abord une phrase avant de continuer. Vous avez dit que la Russie a été taxée et partout dans tout le continent. Non, il faut préciser, la Russie a été taxée d'oiseaux de mauvaise augure par les ennemis de l'Afrique. Oui, effectivement. Et par les ennemis des Africains. Oui. Voilà, ça c'est moi qui le dis, hein, et c'est comme ça. C'est ça qui est la normale. C'est ça, effectivement. Voilà. Parce qu'aucun Africain n'est sorti dire que la Russie n'est pas le bienvenu en Afrique. Oui. C'est les ennemis des Africains qui sont sortis faire tapage avec les médias mensongers que la Russie est le Satan et le diable en personne. Sinon, aucun Africain n'est sorti dire que la Russie n'est pas bien. Oui. Voilà, donc parfois dans la communication, c'est important. Très important. Quand vous globalisez, les gens vont croire qu'en réalité, les Africains ne veulent pas de la Russie. Non, on veut la Russie, mais il faut préciser. C'est les ennemis de l'Afrique qui ne voulaient pas de la Russie en Afrique. Parce qu'eux-mêmes, ils sont ici pour nous faire du mal. Donc, quand quelqu'un vient pour nous faire du bien, eux, ils ne sont pas contents. Voilà. Donc, pour moi, les avions que la Russie et le Mali a reçus de la part de la Russie, c'est des bonnes guerres. Et c'est une très bonne chose. Voilà. Puisque les autres nous ont refusé de nous donner. Au Burkina, par exemple, actuellement, je vous donne un exemple. Si notre armée est blessée, si nos soldats sont blessés au front, il faut qu'on appelle Barkhane, qui vont appeler au Niger. Oui. Et c'est l'avion doit quitter au Niger. Et avant de quitter le Niger, il faut qu'ils appellent l'Élysée à Paris. Oui. Pour dire que nos soldats sont attaqués dans telle localité au Burkina ici, pour que l'Élysée donne l'ordre, pour que Niamey vienne évacuer nos soldats, ou bien appuyer nos soldats au front. Donc, la France, son absence est mieux que sa présence même. Parce que sa présence même aide les terroristes à attaquer nos positions. Je vous dis très simple, au Burkina Faso, avant-hier, je prends un exemple avant de répondre à votre question, pour éclairer l'opinion. Oui. Avant-hier, le 6 août, 3 avions, 3 hélicoptères, 3 aéronefs ont décollé de la base militaire française à Ouagadougou, à Cambouensin, direction le nord et le Sahel de Burkina Faso. Et quand il y a ce genre d'opération, 3 jours après, il y a attaque. Il n'y a rien à faire. Ouais. Quand ils sont partis au Sahel, premier jour, deuxième jour, c'est-à-dire le 7, le 8, le 9, hier, attaque. 15 militaires burkinabés restés au carreau sont morts hier, sans compter des blessés. Alors lui là, c'est un ennemi, c'est un ami comme ça qu'on appelle la France qui est là pour aider le Burkina. Et quand la France survole nos positions militaires, 3 jours après, nous sommes attaqués. Et c'est comme ça depuis que les attaques terroristes ont commencé en 2015 jusqu'à aujourd'hui. C'est dans ça que nous vivons permanemment. Et c'est dans ça que si nous on fait appel à un autre partenaire de nous aider, ils vont aller crier sur tous les toits. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, on meurt. Chaque jour que Dieu fait, on meurt. Chaque jour que Dieu fait, on meurt. Donc, il faut mettre la France dehors. Raison pour laquelle le 12 août, nous allons sortir devant le consulat de Bobo-Dioulasso pour dire à l'ambassadeur de France partir. À Ouagadougou, c'est devant l'ambassade de France pour dire à l'ambassadeur français out et l'armée française out. On ne veut plus de vous au Burkina Faso. Alors donc, si le Mali reçoit des avions, c'est en même temps libérer totalement le nord du Mali, qui est occupé une partie avec les terroristes de la France. Et puis troisièmement, avertir les pays voisins tels que la Côte d'Ivoire, le Niger et puis le Sénégal. Si vous osez, vous allez récolter les conséquences. Parce que nous avons vu Alassane Dramane Ouattara
prendre des avions peinturés, venir faire parade à Yamoussoukro, où les parachutistes même mal formés tombent devant lui-même en plein défilé. Oui. Donc c'est pour dire que ce n'est pas l'armée ivoirienne qui était avec Gbagbo, qui est bien formée, bien équipée. Alassane, à cause de son injustice, ont déserté l'armée ivoirienne. Donc aujourd'hui, c'est les miliciens engagés qui sont là. Alassane veut faire bruit avec cela. On nous fait croire qu'il a fait venir 200 chars pour la fête à Yamoussoukro. Alors qu'il y a des chars français qui sont camouflés dedans et qu'après, ils vont faire mouvement pour aller au nord. Et ces chars-là vont quitter nuitamment à Yamoussoukro, où on coupe courant et puis ça passe. Ils vont essayer de vouloir intimider le Mali. Donc, le Mali aussi n'a pas fait cette sortie, cette remise, cérémonie de remise. Puisque nous avons vu qu'il y a eu une cérémonie de remise, on a parlé de 4 et 5 officiellement, mais je suis allé dans la page de l'armée, regardez, mais c'est 12 avions. Mais sur les médias, on a parlé de 4, on a parlé de 6, mais je suis allé lire sur la page de l'armée malienne, c'est 12 avions. La cérémonie de remise hier, là, c'est 12 avions. Mais dans les médias, on parle de 4, on parle de 6. Mais moi, je suis la page de l'armée. La communication qui sera faite là-bas est la finale et c'est ça qui est la vérité. Ouais. Donc 12 avions plus les anciens qui sont déjà là. Alors, je suis sûr que peut-être même que ça dépasse 12. Bon, peut-être en allemand, on ne va pas oser tout dire, quoi. Ouais. Puisqu'il y a toujours les secrets de défense. Et encore, ils ont reçu de nouveaux radars. Et beaucoup d'autres choses encore qu'ils ont reçues, donc ils n'ont pas présenté. Donc, c'est une manière de se préparer. Comme Alassane fait parade à Yamoussoukro pour dire attention, si vous ne livrez pas mes 49 mercenaires, je vais venir. Donc le Mali, si c'est pour combattre contre le terrorisme à l'intérieur, c'est presque fini. Mais cette parade d'hier-là, c'est pour dire aux voisins, si on veut vous utiliser comme base arrière, nous aussi nous sommes prêts. Il faut oser, nous n'allons pas être le premier, mais ça c'est tenter regretter. Voilà, donc Alassane a fait Yamoussoukro, donc c'est une manière de répondre à Alassane Ouattara. Ça c'est la communication. Sinon on n'a pas besoin de faire cette cérémonie aussi grandiose, médiatisée. Pourquoi les premiers venus là, on ne médiatisait pas comme ça, on ne faisait pas de cérémonie. Donc pourquoi hier ils ont fait cérémonie? Parce que Alassane vient de montrer, parce que Alassane avait défié, qu'après le 7, s'il ne reçoit pas, et si on ne libère pas les 49 mercenaires, lui va, en tout cas lui va agir. Oui. Maintenant, le 7 est passé, il n'a pas agi. Le Mali aussi a fait sa démonstration pour dire, bon, si tu vas agir, nous aussi on est prêts pour agir. Oui. Voilà, toi tu viens à un char, ça c'est terrestre, ça c'est lent. Nous c'est avion, on décolle en quelques minutes, on est sur ton territoire. Donc il faut que moi maintenant on va voir. Lui-même ces avions, ces pilotes-là n'arrivent même pas à bien piloter, ils étaient venus en fait à Katiola et les 2 avions sont gâtés là-bas. Je ne sais pas s'il a eu à acheter encore d'autres avions. Donc c'est pour dire que le Mali est prêt, non seulement pour libérer son pays au plan national, et aussi ceux qui veulent l'agresser extérieurement, cette cérémonie hier, ça s'adresse aux ennemis extérieurs du Mali. Ça, c'est mon analyse. Merci. Merci à vous, Nestor Podassé. Peut-être un mot pour sortir définitivement de ce sujet, monsieur Ndama. Oui, très rapidement, je voudrais à la suite de mes co-panélistes marteler que cela rentre dans ce qu'on appelle en sciences politiques l'expression de la puissance. Oui. C'est l'expression de la puissance qui se matérialise du côté du Mali. Figurez-vous, cela n'arrive pas de manière hasardeuse. Oui. Il y a quelques jours, la Côte d'Ivoire vient de fêter son indépendance. Et l'indépendance est une occasion aubaine pour un pays d'exprimer aux yeux du monde sa capacité opérationnelle à faire face à d'éventuels problèmes. Oui. Et il y a un auteur camerounais qui a écrit un article. Oui. L'article est intitulé « Lorsque le corps présidentiel part ». L'auteur est Medoun Wafed Jérémy. Dans cet article, il démontre à suffisance que l'État, à travers son monopole militaire, sont des moyens et que, par conséquent, les cérémonies nationales d'envergure telles que la fête de l'indépendance sont une occasion aubaine pour un État d'exprimer sa puissance. Lorsque le président de la République fait un déploiement, vous voyez toute l'artillerie qui est autour de lui et le matériel de guerre. Oui. Pour rejoindre Nestor Podassé, pour dire qu'en réalité, ces chars de guerre qui ont été exposés, cette exposition n'est pas anodine. Cette exposition est une forme de communication pour pouvoir dire aux yeux des autres que nous sommes prêts à menacer. Et la réplique est à la hauteur. Lorsque le Mali, à travers cette réaction, fait plutôt face à une autre posture, notamment l'armée aérienne. Ouais. Entre l'armée terrestre et l'armée aérienne, c'est l'armée aérienne qui est
qui est plus efficace en termes de temps, en termes de précision. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important de souligner que c'est une bataille de leadership, l'expression de la puissance sur la scène internationale, et que le Mali aujourd'hui exprime aux yeux du monde que le Mali est plus que jamais un État souverain, et la souveraineté d'un État sur la scène internationale est tributaire de par sa capacité à déployer l'armement et à avoir la capacité opérationnelle de sauvegarder son intégrité territoriale et de protéger sa population. Donc il faut inscrire cette sortie, cette cérémonie dans une perspective de l'expression de puissance de soi et le déploiement de soi. Vous avez vu comment le président de la République est arrivé. Donc lorsque le corps présidentiel parle, le corps présidentiel a parlé, Assimi Goïta, il a parlé avec le déploiement, avec l'artillerie qu'on a vu avec cette cérémonie-là. Pour dire qu'en réalité, il faut faire gaffe, parce que nous avons la capacité de lutter contre le terrorisme qui fait pillon sur rue et qui sont en train d'être endigués, et nous attirons l'attention de tout potentiel État qui aurait la capacité, encore l'intention de vouloir nuire à l'intégrité territoriale du Mali, que ces États doivent se tenir. Pourquoi? Parce que le Mali est plus que jamais une puissance à respecter déjà au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali est une puissance à respecter au niveau bien sûr de l'Afrique de l'Ouest, il faut également le dire. Il s'agit bien sûr d'une cérémonie à mettre à l'actif du pouvoir de transition en place, chapeauté par le colonel Assimi Goïta, mais également au partenaire de choix qui est la Russie, qui était bien sûr représenté par l'ambassadeur de Russie du côté du Mali. Merci à vous messieurs pour cette première thématique, entamant donc la deuxième pour parler justement des États-Unis, mais surtout de la tournée africaine actuelle du secrétaire d'État américain Anthony Blinken après l'Afrique du Sud. Ce dernier est donc arrivé ce 9 août 2022 du côté de Kinshasa. Nous sommes en République démocratique du Congo. Il y a eu un tête-à-tête avec le président Félix Tshisekedi. Par la suite, il y a eu une conférence de presse conjointe entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et bien sûr le ministre congolais des Affaires étrangères Christophe Litundola. Dans la communication de M. Blinken, il dit que sa tournée vise entre autres à montrer aux pays africains qu'ils sont des alliés cruciaux sur les questions les plus brûlantes de l'époque, comme par exemple la lutte contre les effets du changement climatique, l'insécurité alimentaire ou encore les pandémies mondiales. Mon cher Babadeko, est-ce que cette communication aujourd'hui passe encore sur le continent? Oui, ces anciens leaders-là qui ont dessiné le monde, la carte du monde, c'est homme d'époque. Vous voyez à quelque chose de malheureux bon. Le retard de l'Afrique en termes d'armement, en termes d'être un continent d'abord malmené, blessé, esclavagisé, colonisé, décolonisé et en termes de pseudo-indépendance, ce temps-là a fortifié aujourd'hui les Africains qui, tant bien que mal, arrivent quand même, pour certains, à se saisir de l'histoire, se faire aujourd'hui et se projeter demain. Vous voyez, les États-Unis, c'est leur film que nous regardons. Quand on parle d'Hollywood, on parle des Rambo, on parle des Tutori, c'est eux on regarde. Les États-Unis, quand on parle des effets spéciaux, c'est eux. Quand on parle des grands ciels, c'est eux. Mais les États-Unis ont été frappés par le terrorisme de Ben Laden. Pourquoi? Ça veut dire qu'ils ont un côté fragile. Et c'est ce côté fragile-là qu'aujourd'hui, qui les fait trembler, qui déporte en Afrique. Mais regardez d'abord en géolocalisation. Oui. Où il part d'abord? Il vient en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud représente quoi aujourd'hui en Afrique? L'Afrique du Sud est dans les BRICS. Oui. Les BRICS travaillent avec qui? Avec la Russie. Qu'est-ce qui inquiète aujourd'hui les États-Unis? C'est l'hégémonie du nouveau destin du monde, dont la Russie est en tête, avec ses alliés, dont l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est située au sud de l'Afrique. Et que représente l'Afrique du Sud en termes de souveraineté, en termes d'armement? En Afrique, dans toute l'Afrique, l'Afrique du Sud fait partie des pays qui s'imposent parce qu'ils ont ce qu'il faut. Oui. Après, il va où? Au Congo. Quelle est la position du Congo? Afrique de l'Est, c'est ça si je ne me trompe pas, l'Afrique de l'Est. Le Congo est un pays très riche, est un pays qui a une histoire avec un leader qui s'appelle Lumumba. Le Congo est un pays où aujourd'hui, en matière de richesse souterraine et tout ce qu'il faut aujourd'hui pour avoir un armement solide, on peut le trouver au Congo. Et après ça, vous allez voir, peut-être qu'il va aller en Afrique du Nord, ou en Afrique de l'Ouest, ou en Afrique centrale. Parce que c'est une position géolocalisation pour voir qu'est-ce qu'on touche, qu'est-ce qu'il veut. Pour aller torpiller la Russie. Est-ce qu'ils ont raison de le faire? Est-ce que c'est important? Aujourd'hui, l'ancien monde dessine sa carte. L'ancien monde joue sa survie. L'ancien monde teste ses partenaires. Sauf que il y a une maladresse avant l'arrivée des États-Unis, parce que les États-Unis
lorsque les Africains, pour la plupart, se sont abstenus de voter contre les résolutions de la Russie, lorsque des pays africains ont voté pour avec les résolutions de la Russie, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui s'est dessiné, comme je le disais tantôt. Et ils ont pris d'ailleurs des sanctions contre les pays africains pour dire, vous là, si vous ne nous suivez pas, voilà ce que nous allons vous faire. Vous là, la Russie est un monstre. Vous là, c'est-à-dire, tout ce que dit Macron est piloté par les États-Unis. Ouais. Tout ce que fait l'OTAN est piloté par les États-Unis, parce que c'est les États-Unis qui tiennent le boulet de l'OTAN. Donc aujourd'hui, cette maladresse qu'ils ont posée avant de venir a sonné dans la tête de nos leaders, les vrais, les souverainistes, les panafricains, que les États-Unis ne sont plus le partenaire fort d'hier, parce qu'aujourd'hui, la Russie s'est imposée. Comme l'a dit certains présidents, tout le monde cherche ce qui est bon. En Côte d'Ivoire, on dit tout nouveau, tout beau. Ce qui est beau aujourd'hui, c'est la Russie. Ce qui est nouveau, c'est la Russie. Ce qui nous aide, c'est la Russie. Ce dont le passé a montré que la Russie n'a jamais posé un pays. La Russie n'a jamais fait de débois à un pays africain, c'est la Russie. Donc c'est tout ça que les États-Unis viennent essayer de négocier. Ils sont venus draguer. Mais comme ils sont maladroits, vous allez voir qu'en même temps qu'ils draguent, en même temps qu'ils posent des balises, en même temps qu'ils font de l'intimidation. Donc après l'Afrique du Sud, qui aujourd'hui, ils ne peuvent plus intimider. Quand vous avez des gens comme Julius Malema, quand vous avez des gens, des anciens camarades de Nelson Mandela qui sont passés par l'Afrique du Sud, aujourd'hui, ils ne peuvent pas intimider l'Afrique du Sud. Avec l'Afrique du Sud, ils sont obligés de respecter l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud s'est fait respecter depuis son histoire de la patrie. Ouais. Depuis cette force, ils vont négocier avec l'Afrique du Sud pour essayer de voir dans quelle mesure l'Afrique du Sud peut draguer les autres pays autour de l'Afrique du Sud. Dans quelle mesure l'Afrique du Sud peut draguer les autres pays au niveau de l'Union africaine. Dans quelle mesure la force et la puissance de l'Afrique du Sud peut un peu influencer les autres pays qui veulent aller vers la Russie. Voilà pourquoi ils sont en Afrique du Sud, pour le draguer. Ensuite, ils sont au Congo, dans le même rôle. Peut-être après ils sont au Nigeria, qui se. Donc, en gros, cette nouvelle posture-là, c'est que les États-Unis se trompent d'époque. À l'époque d'Internet qu'eux-mêmes nous ont donné, tout va vite. La preuve, aujourd'hui, nous sommes en train d'éduquer des Africains. Nous sommes en train de passer des informations. Nous sommes en train de prendre des informations. Nous sommes en train de nous battre parce que la communication est la première arme. Donc cette arme qui est la communication, dont l'Afrique aujourd'hui se sert tant bien que mal, est en train de faire bouger les lignes. Voilà pourquoi les États-Unis courent en Afrique. Et voilà pourquoi ils vont courir. Après les États-Unis, vous allez voir peut-être les Anglais. Après même les Allemands. Qui sais-je. Donc en gros, ce qui se joue est de la géopolitique. Oui. Ça tire sa ressource dans le nouveau monde que dessine la Russie. Ça tire sa ressource dans la position et l'expression des pays africains subsahariens pour la plupart, comme le Mali, comme la Guinée, comme le Burkina Faso, même si Damiba aujourd'hui ne joue pas franc jeu avec mon cher ami Nelson Mandela et ses camarades. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, au Burkina Faso, le 12 après-demain, le peuple burkinabé se rendra devant l'ambassade de France pour demander le départ de l'ambassade de France. Vous voyez ce sursaut national-là. Oui. Et j'invite tous les Burkinabés à suivre le programme que va donner l'espoir pour que le 12, tout le Burkina bouge. Voilà un peu ce qui a amené les États-Unis. Pour finir, pourquoi les Américains sont obligés de se déplacer? Parce qu'ils ont vu que leur boy, la France, avec le nouveau président Macron, n'a pas cette qualité de draguer. Au lieu de draguer, il insulte, il blesse, il dit des trucs déplacés. Donc ils ont compris que ils ont envoyé Macron, mais Macron n'a pas pu transmettre ce qu'ils veulent. Macron n'est pas quelqu'un qui a du charisme pour draguer. Macron, comme ils sont avec des vieilles femmes, comme il n'a pas de valeur africaine, lui il passe son temps à aller penser qu'il avait la vieille femme là, aller poser des questions, insulter, les Africains sont hypocrites, alors que lui, Macron, voilà un monsieur qui charge des jeunes Africains de leur logement ici en France pour loger des Ukrainiens. Voilà un monsieur qui va s'asseoir avec Poutine, son frère européen, et qui va le torpiller. Voilà un monsieur qui aujourd'hui pose des pas néfastes contre lui-même les Européens, qui donne des millions, qui paie des millions à des pays comme la Côte d'Ivoire pour soutenir sa santé de la vie. Mais alors qu'en France, les gens boutent et qui parlent d'hypocrisie. Donc c'est l'échec de Macron, c'est l'échec de l'Union européenne vis-à-vis de l'Afrique qui fait qu'aujourd'hui les États-Unis sont obligés de se déplacer pour eux-mêmes venir parce qu'on ne se sert mieux que par soi-même. Voilà un peu pourquoi les États-Unis se déplacent, parce que l'Union européenne a échoué de ramener leurs vassaux, la France a échoué de ramener les pays qu'ils ont colonisés, et aujourd'hui, l'Afrique est en train de s'affirmer avec ce que vous venez voir au Mali, comme on l'a dit tantôt, et avec des panafricains comme vous, avec la communication, avec les jeunes qui disent haut et fort que nous voulons quitter l'hégémonie de l'esclavagisme, de la pseudo-indépendance, et nous voulons être fermes avec la Russie qui aujourd'hui est la nouvelle donne, la nouvelle force. Voilà. Nestor Podase, une visite, une tournée africaine de la part du secrétaire d'État américain qui intervient quelques jours après celle effectuée par le président français Emmanuel Macron ou encore
celle effectuée par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Comment interprétez-vous cette opération menée actuellement par le secrétaire américain Anthony Blinken sur le continent africain? Bon, cette interprétation, moi, je n'ai rien de nouveau à dire. Ils sont dans leur logique. Oui. Ils sont dans leur position de diviser pour régner et s'accaparer de nos richesses. C'est les Africains qui dorment toujours. Moi, je pleure pour nous-mêmes. Nous, on est là, c'est savoir faire des applaudimètres, mais jamais on se détermine pour nous prendre en charge. Voilà. Et d'autres même aujourd'hui, même quand nous on dit aujourd'hui à bas la France au Burkina Faso, ne pensez pas que c'est tout le monde qui est d'accord avec notre slogan. Non. Et je suis sûr que dans beaucoup de pays africains, c'est le cas. Pourquoi? Parce qu'on a mis en tête que non, sans les Américains, sans les Français, sans les Chinois, sans les Russes, sans un tel, on ne peut pas vivre. Alors que moi, je classe tous les impérialistes sur les mêmes pieds d'égalité. Aucun d'eux ne nous aime. Et entre États et États, il n'y a pas d'amitié. Ce n'est que des intérêts. Pas qu'on va se leurrer. Aujourd'hui, l'Amérique, pour empêcher la Russie, pour affaiblir la Russie et la Chine, pour qu'ils ne continuent pas à pousser leurs forces encore à progresser, à aller de l'avant, ils ont besoin de l'Afrique. La Chine, pour maintenir sa première puissance économique, a besoin de l'Afrique. La France, c'est une question de mort et de vie. S'il perd l'Afrique, elle meurt. La France meurt. La Russie, son économie est en baisse ces derniers temps. Donc, pour monter et occuper son première place de rang, comme au temps de l'URSS, et même dominer aussi les autres puissances, a besoin de l'Afrique pour pouvoir les affaiblir et lui aussi se rendre plus fort. Donc, aujourd'hui, les jeunes gens qui applaudissent les Russes, est-ce que demain ils ne vont pas sortir faire la même chose à bas la France? Donc, pour moi, la coopération avec la Russie, ça doit être une coopération gagnant-gagnant. C'est-à-dire, j'achète les matériels militaires, ils me forment. Mais nos militaires à long terme doivent pouvoir aussi se prendre en charge. Ne pas être dépendants de la Russie comme nous le sommes aujourd'hui avec la France. C'est clair. Donc il faut travailler à être autonome. Mais quand tu regardes les agissements de ces puissances-là, mais il n'y a aucun qui nous montre que non, ils veulent nous aider à affranchir. En dehors de la Russie qui a fait ses preuves en aidant le colonel Kadhafi en son temps à lancer satellite, pour que toi et moi on puisse communiquer moins cher aujourd'hui. Oui. Si ce n'est pas ça, je ne vois pas la grande puissance qui a donné un exemple concret. Raison pour laquelle moi j'ai un petit pensée pour la Russie mieux que les autres. Oui. Même la Chine, ce n'est pas la peine. Voilà. Les Chinois même sont pires que la France. Si je vous dis ce que les Chinois font ici, raison pour laquelle au départ même nous on a été très dur avec Yabou Glasso ici par rapport à la construction de l'hôpital. Que c'est l'hôpital qui veut nous offrir, mais nous on a refusé net. Le site où ils voulaient construire l'hôpital là, il y a l'or en bas, il y a eau potable en bas. Donc j'allais récupérer tout ça là, vallée du coup là, l'eau minérale qui quitte le Kidal du Mali là, ça descend, ça passe par ici, il y a beaucoup de glace, là où moi je suis. Donc les Chinois sont venus, c'était pour construire l'hôpital là-bas, pour récupérer l'or qui est dans la forêt sacrée là, détruire notre lieu sacré, et puis de deux maintenant, détruire notre environnement, puisque c'est forêt classée, et puis troisièmement, récupérer notre sous-sol qui est l'eau et puis l'or. Vous voyez, ces gens-là ne nous aident pas. Mais ils ont dit que non, c'est pour construire l'hôpital de référence. Nous, on a dit non, rentrez avec vos hôpitaux. Moi, je suis docteur en nature, on va construire ça. Donc, c'est pour dire que là, le secrétaire d'État américain est venu en Afrique, c'est pour venir consolider leur position et essayer de maintenir leur puissance. Et comment encore continuer à nous coloniser, à nous recoloniser, développer de nouvelles stratégies, avoir des colons endogènes, c'est-à-dire des Africains à la peau noire, mais qui ont la mentalité pour servir de l'autre côté. Oui. Il est venu pour renforcer cela, au fait. Donc, je suis allé dans d'autres détails, peut-être d'autres vont me trouver évasif, mais il fallait que j'explique cela pour que les auditeurs puissent comprendre que non, c'est là, aucune puissance n'est là pour notre bien, ils sont là pour eux-mêmes leur propre intérêt. C'est à nous de chercher notre intérêt, c'est à nous de nous défendre. Donc, l'Afrique, la Chine, la Russie, et puis les États-Unis, la France font des tournées en Afrique, ils ne le font pas pour notre bien, mais ils le font pour eux-mêmes et leur peuple. Donc c'est à nous de savoir quel partenaire avec qui on peut progresser pour atteindre notre autonomie vraie, notre indépendance vraie. Et pour moi, l'Amérique n'est pas le partenaire idéal. Parce que l'Amérique et la France, c'est eux qui détruisent le monde aujourd'hui. C'est eux qui ont détruit la Libye du colonel Kadhafi.
l'Afrique pour que nous, aujourd'hui, on se retrouve dans l'insécurité au Burkina Faso, au Mali, au Niger, un peu partout en Afrique de l'Ouest. Donc pour moi, l'Amérique n'est pas le bienvenu en Afrique, mais la sortie de cet État américain-là, il est venu juste pour essayer de récolter les choses qu'ils ont reçues, les intérêts. C'est ça, il est venu pour défendre. Il est venu pour défendre la position américaine. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Qu'est-ce qu'il faut récupérer? Et qu'est-ce qu'il faut encore chercher à gagner plus pour ne pas perdre de position? Voilà un peu moi ce que je peux analyser par rapport à cette sortie. Cette sortie n'est pas pour le bien de l'Afrique, mais c'est pour le malheur de l'Afrique et c'est pour le bien de l'Amérique. Merci. Comme le disait M. Ndam Okosisi Babaniko tout à l'heure, le choix de l'Afrique du Sud n'est pas anodin car depuis 2011, l'Afrique du Sud est membre du groupe diplomatique des économies émergentes, c'est-à-dire le BRICS, ce groupe-là qui réunit entre autres le Brésil, la Russie, l'Inde ou encore la Chine. La République démocratique du Congo, de son côté, on connaît la richesse du sous-sol. Et hier justement, le secrétaire d'État américain est arrivé en République démocratique du Congo. Ce sont des choix qui ont été minutieusement étudié à la base pour que voilà, la tournée du secrétaire d'État américain sur le continent africain, ou du moins se passe peut-être comme prévu. Bien évidemment, votre question est d'une pertinence véritable, mais pour qu'on puisse me comprendre véritablement, je vais quand même planter le décor avec un certain nombre d'éléments. Et à partir de cet élément, vous comprendrez la motivation du déplacement du secrétaire d'État américain, qui en réalité n'est pas un déplacement anodin. Ce déplacement, je tiens à rappeler que ce déplacement est entériné par le Parlement, par la Chambre des représentants. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui a été introduite au Parlement américain, qui en réalité, au regard de ce qui se passe de la géopolitique mondiale, et avec la percée de la Russie et de la Chine en Afrique, les États-Unis sont inquiets du fait qu'ils sont en train de perdre la place en Afrique. Et par conséquent, il y a une loi parlementaire qui a été votée, je crois, en juin dernier, donnant la possibilité aux États-Unis d'empêcher ou encore de limiter l'expansionnisme russe en Afrique. Je crois que c'est dans cet esprit-là. Mais il y a aussi plusieurs éléments qu'il faut quand même mobiliser. Voyez-vous, avec la crise ukrainienne, avec la question de la crise alimentaire, le problème du gaz, vous comprendrez que la géopolitique mondiale est en train de bousculer. Et l'Afrique, aujourd'hui, se positionne comme un continent qui pourrait faire changer l'ordre mondial. C'est en cela que vous verrez ce balai diplomatique, ce balai de chefs d'État et de cette puissance-là en Afrique, dans la perspective de consolider un certain nombre de liens pour que l'Afrique soit aux côtés de l'une ou de l'autre côté des puissances afin que l'ordre mondial puisse changer. Je tiens à réitérer que le déplacement du secrétaire d'État américain en Afrique du Sud, à RDC et au Rwanda, sont des pays quand même, ne sont pas des pays des moindres. Et il faut quand même rappeler que les États-Unis d'Amérique font partie des G7. Les G7 sont quand même des pays considérés par ces derniers comme des pays puissants, constitués de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et bien d'autres puissances, et qu'il y a une prééminence des États-Unis au sein des G7. Ça veut dire qu'en réalité, le G7 est l'assemblage de certaines puissances impérialistes occidentales placées sous le coup des États-Unis qui forment l'unipolarité du monde. Et le G7 est dirigé par les États-Unis d'Amérique qui donnent le tempo et que les autres puissances, en l'occurrence la France, suivent. En face, nous avons le BRICS, notamment, qui est la présence ou encore le conglomérat des puissances émergentes. Et actuellement, je tiens à rappeler que le BRICS à lui seul constitue 42% de la population mondiale et 53% de l'échange économique mondial. Cela n'est pas des chiffres hasardeux. Cela témoigne du point de vue démographique. Lorsque vous prenez un pays comme la Chine qui a plus d'1 milliard de la population, vous prenez l'Inde qui est un pays qui a également plus d'1 milliard de la population, vous prenez la Russie qui a 300 millions de population et plus, vous prenez l'Afrique du Sud et l'Inde. Voilà autant des indicateurs qui attestent que le BRICS, aujourd'hui plus que jamais, est une puissance émergente qui est en train de faire une percée dans le monde entier. Je prends quelques exemples. Aujourd'hui, le BRICS est plus que jamais présent en Afrique, au Moyen-Orient. Le BRICS est plus que jamais présent en Amérique latine
Et le BRICS est quand même très important et est présent davantage en Afrique. Je prends quelques pays. Vous voyez donc l'Égypte, il y a l'Égypte, l'Algérie, qui sont des pays en termes d'infrastructure militaire. L'Égypte, la première puissance militaire en Afrique. Aux côtés d'eux, nous avons l'Algérie, nous avons l'Afrique du Sud. Pour vous dire qu'en réalité, aujourd'hui, le G7 a perdu, en train de perdre la main sur le plan mondial. Je tiens à rappeler que Joe Biden était en déplacement en Arabie Saoudite, où le prince a inscrit une fin de non-recevoir, puisqu'en réalité les États-Unis taxaient ce pays-là, des pays qui ne respectent pas le droit de l'homme. Aujourd'hui, ils s'étaient déplacés en Arabie Saoudite pour demander un certain nombre de privilèges, ce que le prince a dit non. Maintenant, pour revenir en Afrique, l'Afrique devient aujourd'hui comme un continent par excellence qui va faire basculer la géopolitique mondiale. Et sans cela que vous verrez que la politique d'ordre alimentaire, M. Macron était en déplacement en Afrique et avec le projet d'agriculture, vous avez vu que les pays africains sont réfractaires, en l'occurrence le Cameroun. Il n'a pas signé de contrat à cet effet-là. Et vous constatez que quand je cite ces pays-là, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Amérique latine, vous constaterez que le G7, sur le prisme, le J des États-Unis et la France sont en train de perdre la main. Et c'est l'étau qui se resserre davantage au sein des G7 et que le continent africain se positionne comme un espoir sans lequel les G7 ne pourront plus rien faire sur le plan mondial. Voilà en quelque sorte ce qui peut motiver le déplacement du secrétaire d'État américain en Afrique. Mais il y a quelque chose de très important à souligner, qu'il y a un sentiment hostile que les Africains manifestent vis-à-vis de la puissance occidentale, notamment la France, les États-Unis. Les Africains sont réfractaires par rapport à leur présence en Afrique au regard de leurs agissements. Je tiens à réitérer que ce soit la France, les États-Unis, ce sont des puissances qui pillent davantage l'Afrique et ne permettent pas que l'Afrique puisse émerger. Contrairement à la Chine, à la Russie, aux BRICS, qui sont des puissances qui mettent dans leur pratique un certain nombre de valeurs, notamment le respect du partenaire, la capacité à ces pays de ne pas s'engager dans les affaires internes, notamment la dimension politique, l'aspect politique et l'aspect des droits de l'homme. Et la coopération est accentuée sur deux pans, sur le plan économique et sur le plan militaire. Et voilà en cela, les pays africains sont en train de se retourner véritablement vers les pays des BRICS et tournent le dos au G7. Je tiens à rappeler que la Russie est en train de s'implanter de manière stratégique en Afrique. Prenons le cas de l'Afrique centrale. Nous avons le Cameroun et la RCA, aujourd'hui qui sont quand même du point de vue de l'Afrique centrale, le Cameroun est la locomotive de l'Afrique centrale. Et la coopération aujourd'hui entre la Russie et le Cameroun est d'une percée à une autre pareille. Je tiens à réitérer que le Cameroun vient à nouveau de signer un partenariat militaire avec la Russie. Et il y a quelques jours, le Cameroun vient de signer un accord militaire avec l'Algérie. Et l'Algérie a une proximité très forte avec la Russie. Le ministre de la Défense était d'ailleurs en Algérie. Effectivement. Revenir en République centrafricaine, vous constaterez que du point de vue des ressources naturelles énormes, aujourd'hui la Russie est en étroite collaboration et même l'un des partenaires les plus fiables de la République centrafricaine. Revenons en Afrique du Sud, ou encore en Afrique du Sud, où l'Afrique du Sud est le pionnier et membre du BRICS. Aujourd'hui, la coopération entre la Russie et l'Afrique du Sud est d'une avancée à une autre pareille. Revenons en l'Afrique du Maghreb, l'Égypte, l'Algérie sont des principaux partenaires avec la Russie et la Chine. Et maintenant, revenons à l'Afrique de l'Est, vous comprendrez que le déplacement du secrétaire, du ministre de l'Action extérieure russe au Congo-Brazzaville, vous comprendrez que c'est le Congo-Brazzaville, c'est situé dans l'Afrique centrale, mais a une forte proximité avec la République démocratique du Congo. C'est juste les rives qui les séparent. Et vous comprendrez que de l'autre côté, l'Afrique du Sud est frontalier avec la République démocratique du Congo et vous comprendrez la présence déjà de la Russie au Congo-Brazzaville et une hyper présence de la Russie en Afrique du Sud. Quand je convoque tous ces éléments-là, cela vous amène à comprendre qu'aujourd'hui que la France, les États-Unis, en réalité, je reprends un exemple très important. Aujourd'hui, les États-Unis constituent une dette très importante vis-à-vis de la Chine.
Et les pays membres du G7 sont des pays très très endettés. La France est endettée, oui. L'Allemagne est quand même endettée, la Grande-Bretagne est endettée, les États-Unis sont très endettés. Et maintenant, il y a une stratégie mise en place par les BRICS où la Chine a mis sur pied une banque appelée Exim Bank. Pourquoi? Parce que il y a une forme de FMI, de Fonds monétaire international, que, je veux dire quoi, une forme de Fonds monétaire international officieuse que les BRICS veulent mettre sur pied, dont la locomotive est la Chine. Pourquoi? Parce qu'en termes de devises mondiales, la Chine est le premier partenaire fiable en termes de devises économiques. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont endettés véritablement et c'est la Chine qui détient les devises. Par conséquent, du point de vue économique, la Chine se positionne comme une alternative qui va permettre à ce qu'on puisse disloquer le groupe du G7. Pourquoi? Parce que le G7 est endetté. Pourquoi? Parce que le G7 est endetté. La Chine se positionne comme la dimension économique qui va donc sonner le glas de la fin de l'hégémonie occidentale et l'émergence d'une économie de BRICS avec une coopération avec l'Afrique. Ouais. Du point de vue militaire, vous comprendrez évidemment que la Russie, du point de vue de la géopolitique militaire mondiale, est un acteur plus que jamais incontournable de la géopolitique mondiale. Pourquoi? Parce que la Russie, du point de vue militaire, montre ses preuves. L'exemple, c'est ce qui se passe en Ukraine, oui. Avec l'échec de l'OTAN, oui. Qui a du mal à limiter l'expansionnisme russe, oui. Démontre à suffisance que, du point de vue militaire, la Russie est un partenaire qui est en train de changer l'ordre mondial. Du point de vue économique, la Chine, avec sa capacité et ses devises économiques, sont en train de vouloir créer une forme de fonds monétaire international avec Exim Bank, qui est une banque par référence qui finance les projets africains. Je tiens à rappeler que la construction de certains stades au Cameroun a été financée par Exim Bank. Ceci, quand je fais ce développement, vous comprendrez véritablement que la Chine, la Russie, le BRICS en général sont des pays qui sont en train de vouloir changer l'ordre mondial. Et pour sortir, il y a quand même des pays qui sont en train de solliciter d'entrer dans les BRICS. Oui. Nous avons l'Argentine, nous avons l'Iran, nous avons l'Arabie Saoudite, nous avons l'Égypte, nous avons l'Algérie et je crois quelques autres puissances émergents qui sont en train de solliciter entrer dans les BRICS. Pourquoi? Parce que, effectivement, et figurez-vous, si l'Arabie Saoudite, qui est l'un des moteurs économiques au Moyen-Orient, entre dans les BRICS, si l'Argentine entre dans les BRICS, si l'Iran entre dans les BRICS, si l'Égypte, qui est une première puissance militaire en Afrique, entre dans les BRICS, si l'Algérie rejoint les BRICS, mais ça veut dire qu'en réalité, l'ordre mondial a changé. Aujourd'hui, plus que jamais, les G7 Sahel, le G7, notamment le groupe de 7, chapeauté par les États-Unis, qui constituent l'unipolarité du monde, sont en échec cuisant et qu'il y a l'émergence d'une multipolarité avec le BRICS. Ce développement que je viens de faire, vous comprendrez que les États-Unis n'ont que ce qu'on appelle au Cameroun les pleurs du mollet. Ils ne peuvent rien faire. C'est fini avec les États-Unis, c'est fini avec la France. Pourquoi? Parce que le sentiment anti-occidentaux est plus que jamais manifeste. Le sentiment anti-français, le sentiment hostile vis-à-vis des puissances prédatrices est plus que jamais manifeste. Et un élément très important pour sortir. Du point de vue médiatique, il y a l'émergence des chaînes médias en Afrique qui ne sont pas des médias suiveurs, qui en réalité apportent la position de l'Afrique et disent la position de l'Afrique à une autre intelligible voix, qui contrecarrent par exemple les médias tels que le France 24 et BBC et bien d'autres chaînes occidentales, qui en réalité constitue une façon de construire une opinion. Il construit une opinion pour pouvoir dire qu'en réalité que les États-Unis sont des puissances émergentes véritables. Or, avec l'émergence des chaînes comme For You Media, qui se positionnent comme un paradigme nouveau pour dire la position de l'Afrique et une lecture différente de la géopolitique mondiale. Ce choc médiatique est un élément indispensable à ne pas négliger, qui rentre dans la lutte pour pouvoir permettre à ce que l'Afrique puisse avoir sa bonne position mondiale. Pour sortir définitivement, l'Afrique en réalité est un élément indispensable pour le changement du nouvel ordre mondial et bien évidemment il y a la mise en scène du nouvel ordre économique et l'Afrique est la destination par excellence. L'Afrique est la destination par excellence. Avant de retrouver Baba Nico pour la suite donc des échanges, prenons tout d'abord cette conférence de presse conjointe organisée donc hier du côté de Kinshasa. Je vous l'ai dit, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé, il a
tenu à échanger avec son homologue Félix Antoine Tshisekedi juste après ce tête-à-tête. Il y a eu la conférence de presse conjointe donc entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre congolais des Affaires extérieures. Il s'agit bien sûr de Christophe Litundula. L'essentiel à retenir est contenu dans cet extrait qu'on a sélectionné pour vous. Monsieur le secrétaire d'État, en septembre de l'année dernière, nous recevons en audience à New York le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous a suggéré d'effectuer une visite officielle en RDC. Vous avez accepté cette suggestion. Le 2 juin dernier, lors de notre entretien dans votre cabinet au département d'État à Washington, je vous ai, dans la suite de la suggestion du chef de l'État, je vous ai communiqué officiellement l'invitation du gouvernement de mon pays, invitation d'y effectuer finalement cette visite. Vous m'aviez dit, cher Anthony, que vous viendrez en RDC avant la fin de cette année. Parole donnée, parole tenue. C'est le signe évident de l'intérêt que portent les États-Unis d'Amérique à la RDC et de la volonté de ses dirigeants de développer avec notre pays une coopération et un partenariat stratégique fructueux pour les peuples américains et congolais. Merci beaucoup d'avoir tenu la parole. Merci beaucoup pour cet intérêt et cette volonté confirmée aujourd'hui de manière péremptoire. Soyez rassurés que le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement de la RDC sont dans les mêmes dispositions d'esprit. Mesdames et messieurs de la presse, c'est sur cette toile de fond d'une volonté politique partagée de requinquer une vieille amitié mais qui résiste à l'érosion du temps et aux péripéties de l'histoire, quelles qu'elles aient été. C'est sous cette toile de fond aussi marquée par la détermination des États-Unis et de la RDC de consolider leur partenariat dans une période, vous vous en doutez, très turbulente, tant au niveau international que à celui de l'Est de notre pays, en proie avec les groupes armés terroristes qui sèment la terreur, déciment nos populations depuis plus de 20 ans. C'est donc sous cette toile de fond que nous avons échangé en bilatéral avec la délégation américaine conduite par le secrétaire d'État Anthony Blinken, que nous avons échangé sur des questions d'intérêt commun, plus particulièrement dans les domaines ci-après. Défense et sécurité, focalisée sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC et la coopération militaire, économie et finances, plus précisément concernant le programme de réformes économiques et des investissements étrangers et réformes économiques du gouvernement, ainsi que la problématique de l'exploitation de ressources naturelles et des industries extractives.
Nous avons échangé également sur l'environnement, les mines et la démocratie. Sur toutes ces matières, nous avons partagé nos analyses. Nous avons dégagé une compréhension commune. Et surtout, nous avons tracé des perspectives nouvelles assorties des engagements réciproques. Évidemment, le plus dur reste à venir. Et le défi majeur auquel nous sommes confrontés réside dans la mise en œuvre, dans la matérialisation de ces nouvelles perspectives et de ces engagements afin de donner un contenu réel, un contenu palpable à notre coopération, à notre amitié, mais aussi un contenu profitable, tant aux Congolais qu'aux Américains, eux qui donnent la légitimité à tout pouvoir en démocratie, eux dont le sort, dont le bien-être constitue, vous vous en doutez, dans une république démocratique, le but ultime, la finalité des finalités de toute action politique. Pour sa part, Monsieur le Secrétaire d'État, la RDC déploiera tous ses efforts pour honorer ses engagements. Et j'ose le dire, au nom du chef de l'État et du gouvernement, que la RDC n'a aujourd'hui aucune raison objective de ne pas croire qu'il en sera de même. Les propos du ministre congolais des Affaires étrangères, il s'agit bien sûr de Christophe Litundula. C'était hier lors de la conférence de presse conjointe organisée donc avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, une conférence de presse qui s'est tenue juste après le tête-à-tête avec le président congolais Félix Antoine Tshisekedi. Okosisi, vous avez certainement vous suivez de près bien sûr cette tournée africaine du secrétaire d'État américain. On se pose la question ce matin dans le cadre de cette émission de savoir que peuvent réellement les États-Unis face à l'expansion russe sur le continent africain. Alors, vous voyez, d'abord, je tiens à m'excuser auprès de mes compagnons, ça sera ma dernière prise de parole étant donné que je suis au front. Oui, bien sûr. Alors, que peuvent les États-Unis face à l'expansion russe? Vous voyez, je vais l'expliquer terre à terre, avec nos habitudes de la vie. Une graine pousse, pardon, elle se met en terre, elle pousse, elle a une période d'existence, elle se meurt, une autre graine sème et pousse. Longtemps dans la géopolitique, longtemps dans l'histoire du monde, il y a eu avant des dynasties, il y a eu avant des royaumes, nous sommes passés de la période de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui dans ce monde dit civilisé, de ce monde unipolaire qui est en train de se fracturer pour donner un monde bipolaire où les leaders sont visibles. Ben, on dit que le fort ne l'est jamais toujours plus fort. Aujourd'hui, que peuvent les États-Unis face à la réalité du temps? Parce que c'est ça qu'il faut voir. Dans le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ont été prédisposées les mentalités? Comment ont été jouer les cartes de ce que le mur de Berlin soit tombé. Comment ont été gérés le monde unipolaire? Pourquoi le monde s'est fracturé? Quels sont les acteurs? Quels sont les adeptes? Quels sont les deux groupes qui se dessinent? Et tout à l'heure, une dame l'a tellement bien décortiqué. Il y a en face une compétition économique, une compétition militaire, une compétition sociale, géostratégique, et tout ça rentre en compte. Est-ce que les États-Unis se sont rajeunis de cette nouvelle donne? Est-ce que les États-Unis se sont enracinés de cette nouvelle donne? Visiblement, dans cette offensive américaine, on voit que non. Vous voyez, Donald Trump, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, moi, ma qualité de lecteur, je dis que Donald Trump fait partie de l'un des meilleurs présidents de la décennie des États-Unis. Parce qu'il est venu, la première réalité pour lui,
c'était Make USA, Make America Great Again. Great Again, against who? Les frontières. Protéger ses frontières, regarder à l'intérieur de son pays qu'est-ce qui est bon pour le peuple, qu'est-ce qui n'est pas bon pour le peuple, quelle est la nouvelle donne qu'il faut donner, qu'est-ce qu'il faut. Et le président Donald Trump a basé sa politique sur le devenir des États-Unis par rapport d'abord aux Américains eux-mêmes et ensuite par rapport aux partenaires sûrs. Donald Trump l'a dit, s'il avait été là, Poutine n'aurait pas fait des histoires. Donald Trump est venu en bon businessman, est allé au-delà de ce que les gens pensaient jusqu'à rencontrer, comment il s'appelle, le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un. Donald Trump a gardé de bons rapports avec Poutine et avec, même au Mexique, quand il voulait mettre son mur, il avait gardé de bons rapports avec le président mexicain, même s'il était en train, il est titulaire. C'est quelqu'un qui, personnellement, est vrai, mais avait basé sa politique sur le devenir des États-Unis, mais basé sur le peuple d'abord. Un vrai populiste, un vrai nationaliste. Mais aujourd'hui, la nouvelle donne avec le groupe de Joe Biden, de Barack Obama passé et autres, ils ont gardé cette politique des États-Unis donneuse de leçons, alors que Donald Trump ne l'a pas fait. Et il a été aimé, apprécié par beaucoup de peuples. Donc, si vous me posez la question, quelle est aujourd'hui, face à la Russie, est-ce que les États-Unis vont réussir? Je vais dire que le gouvernement Joe Biden est maladroit. Et le gouvernement Joe Biden, comme Joe Biden lui-même, ils n'ont pas vraiment la réalité, la lecture des choses. Ils pensent que nous sommes dans les années où le mur de Berlin est tombé, où ils ont gagné la guerre, où ils ont divisé le monde. Ils pensent que nous sommes dans le monde où aujourd'hui, le Béni, oui, est encore là. D'ailleurs, dans cette conférence, le Congolais lui a dit, il parle de légitimité, de souveraineté, de partage équitable. C'est ce discours que hier n'existait pas. Aujourd'hui, quand vous allez voir un partenaire qui vous parle de légitimité, de souveraineté, de partage équitable, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a mûri. Et cette chose qui a mûri, c'est devenu mûr grâce à qui? Grâce à une puissance fracturée hier, l'URSS, qui aujourd'hui est en train de subir les autres peuples qui le torpillent, qui est en train de subir une autre fracture, qui est en train de sortir de l'eau, comme une graine, comme je l'ai dit tantôt. Est-ce que les États-Unis pourront réussir? Pour réussir, les États-Unis doivent descendre de leur piédestal. Pour réussir, les États-Unis doivent ramper. Mais est-ce que les États-Unis peuvent descendre de leur piédestal? Non. Est-ce que les États-Unis peuvent ramper? Non. Aujourd'hui, la Russie est en train de ramper. Aujourd'hui, la Chine est en train de ramper. Donc, face à la nouvelle donne, je pense que on ne dit jamais. Mais pour moi, ma part, il est bien trop tard. La mentalité a changé. Des gens veulent un souffle nouveau. Les gens sont en train de faire des démarches vers ce qui est nouveau. Les gens veulent s'affirmer. Est-ce que les États-Unis peuvent permettre à ces gens de s'affirmer? Non, parce que les États-Unis, c'est une vieille force. Aujourd'hui, humainement, comme je vous ai dit, je l'ai expliqué terre à terre, toute personne veut une nouvelle femme. Toute personne veut un enfant à nouveau. Toute personne veut évoluer, toute personne veut grandir. Donc si les États-Unis face à la Russie, qui est aujourd'hui la graine, la nouvelle graine, la nouveauté, pour l'Afrique, ça sera très difficile pour les États-Unis d'avoir encore la même mise sur l'Afrique face aux BRICS. Ça sera très difficile pour les États-Unis d'avoir la même mise. Quand ils vont porter la casquette de l'OTAN qui a défiguré l'Afrique, quand vous voyez Kadhafi, quand vous voyez beaucoup de personnes comme Laurent Gbagbo bombardé, quand vous voyez la mort de Thomas Sankara, la mort de Patrick Lumumba, quand vous voyez la mort de Oumyombe, la mort de Olympio, quand vous voyez tout cela, aujourd'hui, les Kwame Nkrumah, les J.J. Rawlings, les Mandela emprisonnés, tout ça là, ça porte la qualité, la couleur des États-Unis. Donc, est-ce que les Africains vont encore rester dans ce Alzheimer-là? Non. Alors, si je dois répondre à votre question clairement, pour savoir face à la Russie, est-ce que les États-Unis peuvent encore réussir? Je dirais 80% non. Parce que le monde a évolué, les mentalités ont changé, le temps a changé, et la Russie est un bon donneur. La Russie vend, tu achètes. Tu vends, la Russie achète. C'est déjà un partenaire, comme le disait mon frère Ernesto Podassé. Il dit, tous les grands viennent s'appuyer de quelque chose, ils veulent quelque chose de nous, mais qu'est-ce que nous on gagne d'eux? La Russie a fait ses preuves, et jusqu'à présent, la Russie nous a montré par plus de qu'elle peut nous accompagner. Et comme on ne peut pas vivre en autarcie, un faible a toujours besoin d'un plus fort. Aujourd'hui, nous sommes faibles, il faut le reconnaître. Oui. Nous sommes faibles militairement, nous sommes faibles économiquement, même socialement, nous sommes toujours fracturés, et aujourd'hui dans la géopolitique, nous sommes
pas à la pointe. Maintenant, dans la communication, il faut dire que la Russie a des satellites. La Russie est partout. Ouais. La Chine, avec son expansion économique, a aussi une force. Donc, quand on est faible, il faut d'abord reconnaître qu'on est faible. Il faut prendre des dispositions et discuter à gagner quelque chose. Et la Russie peut nous aider à sortir. Donc, les États-Unis, c'est une vieille colonie. Moi, à la place de tous les autres peuples, j'aurais voulu tout nouveau, tout beau. Ah, merci beaucoup à vous, Monsieur Okosisi. Baba Nico, votre disponibilité ce matin, vous êtes sur le front, vous menez votre combat à votre façon. Nous avons été ravis de vous avoir ce matin dans le cadre de cette émission matinale. Merci beaucoup. Alors, on poursuit donc l'émission avec vous, Nestor. Clairement, l'ordre mondial est en train d'être redécidé aujourd'hui. Est-ce que définitivement les pays du continent africain doivent tourner la page États-Unis d'Amérique? La page de tous les pays vampires, tels que tous ceux qui appartiennent à l'OTAN, ouais. Donc qui est coordonné par les États-Unis. Il faut tourner la page de manière brute et radicale. Ouais. Pas de tergiversation, pas de négociation. Il faut aller de façon brute. Et c'est pour cela que nous avons décidé de passer à l'offensive. Parce que la France est parrainée par les États-Unis. Donc, quiconque attaque la France attaque aussi les États-Unis en même temps. Oui. Voilà, donc, c'est pour cela que nous avons décidé d'aller devant l'ambassade de France au Burkina Faso, parce que c'est une première dans l'histoire. Oui. Dans l'Afrique de l'Ouest, aucun pays n'a manifesté devant l'ambassade de France. Et c'est une première dans même le Mali qui manifeste tous les jours. Nous ne sommes pas allés devant l'ambassade de France, mais nous allons le faire ici, au Burkina Faso. Ça, c'est un signal fort pour dire que l'Israël d'Afrique, qui est le Burkina Faso, nous sommes prêts à nous libérer. Et que, après la France, les autres pays qui appartiennent à l'OTAN, tels que l'Amérique et autres, n'ont pas s'apprêter. Chacun aura son tour, mais nous allons aller progressivement. Oui. Voilà, donc c'est ce signal-là que nous voulons donner aux gens. Et dire que les États-Unis n'est pas un modèle. Les États-Unis ne sont jamais été un modèle. C'est un pays sauvage, un pays esclavagiste. Regarde comment ils ont exterminé les Indiens pour implanter l'Amérique. Donc, il est temps de finir avec ces gens-là. Et je pense qu'ils ont donné tout à Dieu. Nous sommes dans la logique de Dieu, c'est nous, on va gagner. Parce qu'eux, aujourd'hui, ils sont des homosexuels. Et femme marie femme, l'homme marie l'homme. Alors que chez nous, nous, on connaît Dieu, nous, on craint Dieu. Et là où encore il y a la pratique, que ce soit dans la pratique traditionnelle africaine, c'est encore fort en Afrique. Que ce soit les religions importées, qu'eux-mêmes nous ont importées, mais les Africains pratiquent ça mieux que eux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des églises en Europe qui ont autorisé et en Amérique pour célébrer les mariages homosexuels. Ces églises-là, c'est des bâtiments et des rassemblements. Même si nous Dieu a quitté là-bas, il n'y a plus de spiritualité. Oui. Mais en Afrique, les hommes, toujours, que ce soit côté musulman que chrétien, l'homosexualité n'est pas autorisée à célébrer dans les églises. Donc, encore, l'Afrique, le berceau de l'humanité. Ah, Nestor Poudassé, certainement que nous retrouverons tout à l'heure. Monsieur, Dame, il est annoncé le 13 décembre 2022 du côté de Washington, un sommet États-Unis-Afrique, un sommet d'ailleurs dénommé américano-africain. Quels peuvent bien être les enjeux de l'organisation d'un tel sommet, surtout en fin d'année? Je tiens à rappeler que la tenue de cette rencontre ne va pas porter ses fruits. Oui. Pourquoi? Parce que l'attitude des États-Unis d'Amérique, et notamment avec les pays membres du G7, ont quand même démontré leur mauvaise foi et leur capacité impérialiste et colonialiste et néocolonialiste à priver ou encore à procéder à la prévarication des ressources naturelles africaines à leur profit et travaillent davantage à sombrer et à plonger l'Afrique dans le sous-développement. Aujourd'hui, l'Afrique est plus que jamais consciente des vrais enjeux internationaux et en réalité détermine et en toute liberté les nouveaux partenaires avec qui il doit coopérer pour que le train de vie des peuples africains puisse connaître une hausse. Oui. Je viens dans ma prise de parole, j'ai quand même démontré comment est-ce que la reconfiguration de la géopolitique mondiale est en train de s'opérer. Oui. Et vous conviendrez avec moi que si les États-Unis d'Amérique se déplacent vers la puissance africaine, il ne faut pas quand même perdre l'aspect historique des choses. Hein. Vous êtes sans ignorer des bombes de Hiroshima et de Nagasaki. Oui. C'est bien entendu le matériel qu'on a utilisé pour pouvoir fabriquer ces bombes venait de la République démocratique du Congo. Et du point de vue des ressources naturelles aussi gigantesques que ça, la République démocratique du Congo se positionne comme une destination des grandes puissances occidentales.
occidentales qui veulent saisir les ressources naturelles de ce pays à l'effet de faire accroître l'économie. La Belgique s'est en servi véritablement. Oui. Les États-Unis également, la France également. Vous voyez donc que si l'instabilité est davantage perceptible en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, cela profite bien évidemment à ces puissances américaines-là qui financent de manière subtile des bandes terroristes, des groupes, de groupes militaires pour pouvoir s'aimer l'instabilité du côté de la République démocratique du Congo pour qu'en été piller les ressources. Je crois qu'aujourd'hui, le peuple de la RDC, ils ont fait des manifestations pour demander quand même l'arrivée de la Russie en République démocratique du Congo et interpellent les autorités congolaises de bien vouloir nouer cette coopération avec la Russie. J'estime pour ma part que la Russie est déjà présente presque dans tous les pays africains. Dans tous les pays africains. J'ai pris le cas de l'Afrique centrale, avec le Cameroun, la Russie et la RCA. J'ai pris le cas de l'Afrique du Maghreb avec l'Algérie et l'Égypte. J'ai pris le cas de l'Afrique de l'Est avec bien entendu l'Afrique du Sud, qui est quand même en Afrique, du côté du Sud africaine. J'ai pris quand même l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, où aujourd'hui la Russie est présente au Mali et que cette présence au Mali est en train de susciter la convoitise avec la Guinée-Conakry et bien entendu avec le Burkina Faso de mon frère Nestor Podas qui sont en train de solliciter une coopération avec la Russie. Tout ceci cumulé, il y a quand même cette percée de la Russie et du BRICS en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Je crois qu'aujourd'hui, quand vous convoquez cet itinéraire, vous comprendrez que les BRICS sont en parfaite puissance sur la géopolitique mondiale. Et aujourd'hui, avec les G7 qui sont des pays pauvres, je dis quoi, qui sont des pays très très endettés. Je crois que les États-Unis sont tellement endettés, la France est endettée. Ces pays sont en perte de repère et veulent s'accaparer du continent africain pour pouvoir se relancer. Or, on a lancé le caillou là où l'oiseau a vu. L'Afrique est plus que jamais consciente et que la France est en train de subir, les États seront davantage resserrés contre la France, resserrés entre les États-Unis. Pourquoi? Parce que la crise ukrainienne est en train d'asphyxier l'économie européenne. Vous voyez, avec l'avènement du gaz et le déplacement même du secrétaire d'État américain, du président Macron, c'est également pour la recherche du gaz. Je tiens à rappeler que l'Allemagne, avec l'Union européenne, avec sa représentante, a fait un déplacement en Égypte et au Niger pour pouvoir solliciter le gaz africain. Il y a un enjeu important où l'Afrique est aujourd'hui comme la destination par excellence. La question de l'ordre alimentaire. Les pays occidentaux sont en train de courir vers l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique est un terre arabe. L'Afrique est un terre arabe, la terre en Afrique est arabe, cultivable, l'espace est encore vierge pour pouvoir faire autant de cultures qu'il faut et l'Afrique a des terres fertiles. Du point de vue du gaz, l'Afrique également dispose de ressources naturelles importantes et que les pays occidentaux, pourquoi? Parce qu'ils sont menacés par la Russie à travers le gaz. Pourquoi? Parce que le gaz aujourd'hui vient comme un instrument de puissance sur la scène mondiale et le gaz est une arme que la Russie utilise aujourd'hui pour faire chanter, et les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Vu sur cet angle-là, vous comprendrez que le déplacement de la France et les États-Unis en Afrique n'est pas un déplacement hasardeux. C'est parce qu'en réalité, ils sont en train d'être asphyxiés en Europe à travers la crise russo-ukrainienne. Et actuellement, aujourd'hui, il y a cette présence plus que jamais significative de la Russie et de la Chine en Afrique. Et certains pays émergents qui sont en train de solliciter l'entrée dans le BRICS. J'ai pris l'exemple de l'Arabie Saoudite qui est en train de solliciter l'entrée dans les BRICS. Nous avons l'Argentine, nous avons l'Iran, nous avons l'Algérie, l'Égypte. Si ces pays-là intègrent le BRICS, et ils vont intégrer le BRICS parce qu'ils coopèrent déjà, je crois que le G7 va faire son deuil. Pourquoi? Parce que le G7 ne vit que sur papier. Du point de vue pragmatique, le G7 n'a plus les moyens de sa politique. Ça veut dire qu'il faut donc définitivement tourner la page États-Unis sur le continent africain, disons donc, il faut le dire clairement, avec sous l'administration Donald Trump, il faut le dire, l'ancien président des États-Unis, il ne voulait pas faire avec le continent africain. Joe Biden est arrivé, il veut définitivement rompre avec l'administration Biden, l'administration Trump. Il faut également peut-être lire la visite, la tournée africaine du secrétaire d'État américain dans ce sens-là. Il faut comprendre que Joe Biden arrive dans un contexte très difficile
où l'économie américaine, avec, je rappelle que les démocrates, et qu'en réalité, il met son accent particulier sur la dimension des droits de l'homme et s'ingère dans les affaires internes des pays. Et aujourd'hui, l'économie américaine est en train d'être asphyxiée avec la crise ukrainienne. Et vous comprendrez véritablement que la question du blé, la question alimentaire est en train de toucher de plein fouet l'économie américaine. Et fort de ce constat, il est important avec l'acte que le Parlement américain vient de prendre en autorisant les États-Unis à se déployer dans le reste du monde entier à l'effet de conquérir certains partenaires pour que l'économie américaine, du point de vue agricole et du point de vue alimentaire, soit quand même revue. Je crois qu'il est arrivé au même moment et aujourd'hui, les États-Unis, comme la France par l'orgueil, ne peuvent pas revoir leur posture et leur manière de lire et de coopérer avec les pays africains et d'autres pays dans le monde entier. C'est sur le prisme de cet orgueil que les États-Unis sont en train de perdre la main, comme la France, contrairement à la Russie et la Chine, qui coopèrent sur deux plans essentiels. Sur le plan économique et sur le plan militaire, et ne s'ingèrent pas dans les affaires internes, notamment l'aspect du droit de l'homme et la dimension de la politique interne des pays. Voilà en quoi la différence opère nette entre la Russie et les États-Unis et bien d'autres pays de G7. Pourquoi? Pour sortir, Joe Biden est arrivé au bon moment. L'économie américaine est en train d'être asphyxiée, l'Europe est en train d'être asphyxiée et il y a l'émergence du BRICS qui est quand même, qui n'est plus pour moi une puissance émergente, mais qui est une vraie puissance qui est en train de séduire d'autres États. Et aujourd'hui, si l'Arabie Saoudite parvient à intégrer le BRICS, vous comprendrez que l'Arabie Saoudite est le leader des Émirats Arabes Unis. Vous comprendrez que, véritablement que l'ordre mondial est en train d'être basculé et ça basculera au profit des BRICS et au détriment des G7 qui ne sont que une caisse de résonance. Autant d'éléments donc qui illustrent à suffisance le fait que voilà, les États-Unis soient clairement en perte de vitesse sur le continent africain. Avant peut-être d'aborder la dernière thématique de ce matin, on prend d'abord une petite touche culturelle et juste après on parlera bien sûr de la Guinée, mais surtout de la dissolution du FNDC si jamais le temps nous le permet. La page culture, comme tous les matins sur For You Télévision, est l'œuvre d'une dame, Moto, qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Moto. Bonjour Nguéné, bonjour à monsieur, dame, bonjour nombreux téléspectateurs de For You TV. On démarre avec bien sûr la 3e édition du Beauty Week, qui est donc de retour et lance donc un appel aux créateurs de mode pour la réussite de cette nouvelle édition. On parle bien de la 3e édition. Effectivement, Nguéné, c'est reparti pour la 3e édition du Beauty Week, qui est un événement qui met en avant le mannequin black, la mode africaine et la mise en valeur des jeunes créateurs ainsi que des acteurs de la mode, nécessiteux de la mise en exergue de leur originalité et créativité. Et bien pour cette 3e édition, le Beauty Week se lance le défi de réaliser une Fashion Week qui célébrera pendant une semaine ici même à Douala l'art du vêtement, de la culture, de la mode et ses différents métiers et par-dessus la créativité made in Cameroun et Africa. Et donc le comité d'organisation lance un appel à tous les créateurs de mode camerounais et africains à déposer leur candidature, ceux-là, ces mannequins et ces créateurs de mode qui aimeraient participer à cette 3e édition du Beauty Week. Donc voilà, vous pouvez, c'est jusqu'au 12 août que tous ceux-là qui aimeraient participer peuvent encore s'adresser au comité d'organisation de la 3e édition du Beauty Week. Votre tenue a été confectionnée par les organisateurs du Beauty Week, je sais pas trop. Effectivement, par monsieur Noirata. Ah. Wow, super. Qui est l'initiateur même du Beauty Week. Ah, d'accord. Parlons du chanteur congolais Ferré Koula qui recouvre donc la liberté 3 mois après son incarcération du côté de la France. Eh bien, bonne nouvelle pour les fans de l'artiste congolais Ferré Koula, le padre de la rumba congolaise, et qui a été, il a été interpellé le 3 juin 2022 par la police de Paris en France, alors qu'il ralliait la Guinée pour un spectacle. Après son interpellation, il a été placé en garde à vue, puis déposé en prison pour une affaire de violence
sur sa propre fille. Donc Ferregola n'a pas supporté de voir sa fille s'exhiber sur les réseaux sociaux. Il lui a infligé une petite bastonnade et puis cette dernière a porté plainte à l'africaine, hein, il faut bien préciser. Et puis cette dernière n'a pas manqué de porter plainte à son papa. Il a donc été interpellé par la police française le 3 juin alors qu'il ralliait la Guinée. Voilà. Et bien dans un communiqué date publié le 8 août, il sera relaxé une semaine avant la date de sa libération. Donc, il était prévu, et voilà, on va le communiquer qui est là sur l'écran. Il était censé sortir, voilà, le 15 août, voilà, et donc une semaine avant sa libération, c'était lundi, qu'il a été libéré. Ça veut dire qu'il a été libéré avant même le jour J. Il était censé être libéré le 15. Voilà. Le 15 de ce mois. Effectivement. Donc, 3 mois de prison qui lui ont valu la perte de son siège en tant que coach à la première édition du télécrochet de Voice Kids Afrique francophone qui s'annonce très bientôt. Donc, il a été remplacé par l'artiste gospel ivoirien KS Dom. Donc voilà, l'artiste Ferregola est désormais libre. Bonne nouvelle pour les fans. Il a manqué bien sûr à ses fans. On va sortir par là, par ce court-métrage de la comédienne camerounaise Sylvie Sintieu, qui est donc en lice au Festival international des arts Tomboka, c'est du côté du Congo. Voilà. Toutes nos félicitations à la comédienne camerounaise Sylvie Sintieu, plus connue sous le pseudonyme Tonga, dans le film, le court-métrage Scandale, sorti en 2021 et en lice pour l'édition 2022 du Festival international des arts Tomboka, en abrégé FIAT. Dans la catégorie court-métrage, l'édition 2022 du FIAT aura lieu du 19 au 21 août 2022 à ISP. Voilà, ISP Bazo Ngoukou du côté du Congo. Eh bien, je rappelle que Sylvie Sintieu ou encore Tonga fait partie des membres fondateurs de la troupe des déballeurs créée en 2023 par Ebenezer Kepombia. Donc, on se souvient, tu te rappelles de Tonga dans les déballeurs d'Ebenezer Kepombia? Tonga avec Big Mop. Avec Big Mop. Voilà, c'était en 2003. Le fameux pasteur. Voilà. Dans la série à succès, le grand réalisateur camerounais Ebenezer Kepombia. Voilà, merci à vous d'être passé par ici. Je retiens que vous êtes habillé par les organisateurs du Boti Week. Effectivement, Monsieur Noirata. Vous êtes ravissante. Merci à vous. La réalisation me fait comprendre que malheureusement le temps nous tient à la gorge. On ne pourra pas aborder ce matin la thématique relative bien sûr à la dissolution du Front national pour la défense donc de la Constitution du côté de la Guinée-Conakry, mais ce n'est que partie remise parce que demain, avec bien sûr l'expertise de nos consultants, on pourra bien sûr reparler de ce sujet. Le temps également pour moi de remercier Monsieur Dame d'être passé par ici comme à son habitude. Merci Monsieur Dame. Merci également à toi. Merci à tous nos milliers de téléspectateurs qui nous ont suivis ce matin, y compris nos internautes. Inch'Allah, on se retrouvera demain pour une nouvelle émission. Inch'Allah, on sera là demain et forcément, ça se fera avec d'autres panélistes. On remercie également, on le dit, en direct du Burkina Faso. Il était également des nôtres dans le cadre de cette émission matinale, Nestor.